Bonjour à tous, bon début de semaine, ça va cool. David Bocage qui vous parle pour un nouvel épisode de Dread sur le tape cette semaine. Avant que je rentre dans les détails qui mènent à l'épisode d'aujourd'hui, que je vous explique un peu le contexte, je voulais vous dire quelque chose parce que si vous écoutez l'épisode en temps réel, on est le 4 février 2019 ou à peu près aux alentours. Et je suis très content. Je pense que je l'ai mentionné peut-être dans un épisode précédemment, mais je suis très fier d'avoir participé à une série qui s'appelle Le Killing. Et j'en parle parce qu'il y a tellement des bons projets qui se font, qui n'ont pas assez de publicité, puis personne n'en entend parler. Et là, je vous le dis parce que tous les épisodes sont sortis. Je n'osais pas en parler avant parce que je trouve ça gossant d'envoyer quelqu'un regarder une série quand il y a 4 épisodes disponibles. Là, ils sont tous sortis. Ils ont commencé à sortir en début janvier, puis là, c'était 2 par semaine. Et depuis le 28 janvier, ils sont tous sortis. C'est 8 épisodes. Le Killing, c'est tellement cool. Ça se passe sur un... je sais que c'est pas clair là, quand on voit la bande-annonce sur Facebook, mais ça se passe dans un camp de jour. C'est vraiment un type d'humour à l'américaine, à la Wet Hot American Summer. C'est un ami qui a fait ça, Alec Pronovo, qui a écrit et réalisé. C'est avec lui que je fais toutes mes vidéos du ZooFest, mes vidéoclips depuis longtemps. Et honnêtement, je suis vraiment fier d'avoir participé à ça. J'y interprète le très zélé Vertèbre, qui est le moniteur du camp du jour de... Comment tu appelles ça? Du service de garde. Je parle comme mes parents. Comment il dit? Comment il s'appelle? Quoi? Denis? Hein? Donc, bref, ça pour dire, tous les épisodes sont disponibles, les 8 en ligne, sur nouveau.ca. C'est la plateforme web du Canal V, qui est anciennement TQS, comme je l'ai déjà dit. Et c'est cool parce que, honnêtement, c'est vraiment des petites chips. C'est des amandes enveloppées de chocolat. Là. Une seulement, non, c'est fini. Tu passes tout au complet. Tu regardes une shot, ça se regarde comme un genre de... Comme un peu comme un film en pièces détachées, là, vraiment. Là, c'est une série, en fait, carrément. Là, c'est une série que tu binge-watch les épisodes. Donc... Et on se croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. J'adorerais qu'il y ait une saison 2. Donc, honnêtement, allez checker ça. Partagez. Si vous aimez ça, honnêtement, le cast est incroyable. Jay du Temple, moi-même. Le cast est incroyable. Non, c'est pas vrai, mais il y avait Anthony Montreuil, Daphné Allais-Côté, Louis Carrière, qui joue le rôle principal là-dedans, qui est à l'École nationale de théâtre. Une future star. Ce gars-là, c'est sûr que dans 5 ans, là, on l'a pogné justement qu'il rentre à l'école. On était chanceux, mais ce gars-là, c'est de la bombe d'acteur. Il est tellement bon, tellement attachant. Il y a Trahan aussi qui joue là-dedans, dont le prénom m'échappe. Rosalie Vaillancourt. Allez checker ça. Le casting, il est vraiment... Le monde a tellement la face de l'emploi. Tout le monde là-dedans, c'est vraiment nice. Allez checker ça. Puis en plus, la chanson thème, détruire des marmottes aplaties. Là, si ça te convainc pas, mon gars, t'as des problèmes, honnêtement. Puis je dis mon gars, mais ma fille aussi, là, c'est vraiment, je m'adresse à tout le monde. Là. Pas l'affaire de sexisme, puis, tu sais, non, rien de ça. Alors, comme dirait Sam Breton. Alors. Donc, tout ça pour dire, c'était pour le Killing. Allez checker ça, nouveau.ca. J'enchaîne avec le podcast. Juste avant que je parle de l'épisode, je veux aussi vous dire que c'est vraiment cool ce qu'on a réussi à construire puis à développer avec le Patreon. Il y a vraiment une belle communauté, les membres Patreon. C'est devenu un endroit où on discute un peu des épisodes après coup, les épisodes que vous avez aimés, pourquoi vous avez aimé ça vous a rappelé quoi, tout ça. Puis ça se passe sur la plateforme Patreon et je trouve ça vraiment cool, cette espèce de petit cercle-là des fans du podcast. Puis il y a un gars cette semaine justement qui m'écrivait que... attends, je vais essayer de retrouver son nom en même temps que je vous parle. Qui me parlait que l'épisode de Martine Vlasic, qui a beaucoup fait jaser, qui est un épisode, honnêtement, que j'adore. Et c'est Marc-Olivier Boudreau, dis-je. Boudreau, il y a beaucoup de Boudreau en Gaspésie. Viens-tu de la Gaspésie, Marc-Olivier? Boudreau, c'est aussi beaucoup d'Acadiens, Boudreau. Je vieillis, tu vois que je passe sur des tangentes. Et oui, il parlait de l'épisode de Martine Auclair, qui est by the way Auclair Vlasic, qui fait beaucoup jaser, parce que c'est vraiment un épisode, je pense qu'on peut qualifier qui s'adresse à tous, tu sais, vraiment. Autant gars, filles, fans de hockey, pas fans de hockey, tout le monde, je pense, trouve son compte dans les bonnes entrevues. Puis il me disait qu'il a écouté l'épisode avec sa copine et c'est sa copine, cette fois-ci, qui a dit de se fermer la gueule parce qu'elle voulait écouter. Donc ça, c'est vraiment le plus beau des compliments. Puis c'est ce genre de truc-là qu'on développe sur la page Patreon. Fait que c'est vraiment cool. Non seulement vous avez les épisodes d'avance, mais en plus, on peut en jaser ensemble. Puis c'est vraiment un beau sentiment de communauté. On a développé notre propre équipe de hockey. Et vous pouvez, être aussi un joueur de cette équipe-là. C'est 2$ par mois. 2$. C'est une joke. C'est le prix d'une POC. Donc, pense à la POC que tu tires dans une passion extérieure, elle pogne le poteau, elle sort, tu ne la retrouves jamais. Mais imagine ça, mais pour dire, tu sais, it's a given, c'est sûr que oui. Là, donc,
Excusez-moi. Et donc c'est possible. Donc, patreon.com/DreadSulTape, si vous voulez venir faire partie de ça, c'est vraiment cool. Vous avez les épisodes d'avance, puis vous allez surtout, on va se voir au party de fin d'année après la saison. J'ai très hâte à ce moment-là. Ça va être vraiment le fun. Enregistrement privé devant les membres, en camp silencieux ou pas, là, mais il va y avoir des objets de collection qu'on a eu signés par des invités. Et j'en dis pas plus parce que honnêtement, la surprise vaut la peine. Il y a vraiment des nice trucs qui vont être là. Cela dit, ça m'amène à l'épisode d'aujourd'hui avec M. Sylvain Taillandier. Oui, Sylvain Taillandier, qui est un ami que vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode plus tôt cette année, où Sylvain et moi-même nous sommes rendus au siège social du hockey français quand j'étais de passage en France pour aller voir le président, qui est un président de la Fédération de hockey, la Fédération française de hockey sur glace. Donc, je sais que c'est un épisode un peu plus niché, ça, plus tôt cette saison. C'est un épisode aussi très long. Donc, je sais que c'est un épisode un peu moins facile, contrairement, par exemple, à celui de Martine. Mais pour les die-hard fans, surtout de hockey overseas, tout ça, outre-mer, c'était vraiment intéressant. Surtout qu'il y avait des scoops là, du président qui était dans la même salle que Gary Bettman pour les négociations des Olympiques. Il nous en a dit des vertes et des pas mûres, et puis c'était très intéressant. Cela dit, je trouvais ça intéressant aussi de parler du hockey français en général avec Sylvain. Sylvain qui est un journaliste de hockey français, ce qui est une race très rare en soi. Et puis, vous allez comprendre pourquoi je le connais. C'est évidemment relié à la carrière française de Producer Tom, qui, dans une ancienne vie, avait des genoux fonctionnels et donc qui avait vécu une année en France donc de hockey. Et donc, voilà. Donc, j'ai rencontré Sylvain chez mes parents. J'ai mis mes parents dehors de leur appartement de Paris dans le 20e. Ça se fait pas. Je viens d'y repenser. Ça se fait pas, ça. Et donc, j'ai rencontré Sylvain le matin avant qu'on aille à Cergy rencontrer le président de la Fédération française de hockey sur glace. Et donc, ça s'est fait le 2 juillet 2018. 2 juillet 2018 au matin. Et donc, voilà. C'est le fun d'en apprendre sur le hockey français parce que, oui, il existe le hockey en France. Puis, avec Alexandre Texier qui était repêché récemment, il y a vraiment ils prennent vraiment une coche. Puis, je trouve que c'est un marché qui est le fun à explorer puis d'en apprendre un peu plus. Donc, voici M. Sylvain Taillandier. Tape avec David Bocage. Donc, c'est directement de l'appartement de mes parents dans le 20e arrondissement, voilà, de Paris que je suis. Oui, la grosseur d'appartement, vous n'avez pas de visuel, mais c'est ce qu'on appelle au Canada un salon. Donc, je suis accompagné de notre acolyte français, la référence du hockey français, Monsieur Sylvain Taillandier, c'est bien ça, Taillandier? Salut David, c'est Taillandier. Taillandier, ouais, ok. C'est ça. Et je te remercie beaucoup, c'est moi qui est ravi d'être avec toi. Référence, je sais pas, passionné, ça c'est sûr par contre. Oui, non, franchement, quand même. Faut bien dire. Oui, en fait, c'est ça, avec Thomas, je me demandais c'était comment on prononçait ton nom. Il semblait sûr de lui, mais finalement, il avait tort. Donc, oui, en fait, pour les gens qui ne savent pas, en fait, les gens ne savent pas, je t'ai nommé dans les trucs, si vous avez déjà écouté la mission Forsberg, mais que tu es un des secrets les mieux gardés de la mission Forsberg parce que ça s'est fait quand même en équipe, ce truc. Et les gens sont pas au courant, mais les courriels venaient de partout dans le monde. Autant mon frère s'occupe du booking de Calgary que moi à Montréal. Bien, Sylvain de Tours en France, qui est en banlieue parisienne, si on veut. Peut-être même un peu plus loin que la banlieue. Un peu plus loin. On appelle ça le jardin de la France, en fait. Ouais. C'est très beau, très calme, mais c'est assez éloigné de la réalité parisienne. Ouais, non, quand même. Donc, tu as aussi envoyé des courriels en France. C'est toi qui nous avais, je me souviens, pour Tommy Boustet. Oui, exactement. Oufé Baudine, tout ça, c'est des trucs, c'est toi qui nous avais aidé. En fait, c'est toi qui les avais contactés d'abord. Puis après ça, ça s'est un ancien du Canadien aussi. Oui, c'était Mats Naslund, exactement. Mais Mats, pour des raisons comme ça aussi, je l'explique dans le making-of de la mission Forsberg qui s'appelle À la recherche de Peter. Il était tellement loin que c'est impossible, en fait, d'aller le voir dans le sud. C'est long, la Suède. Ça n'a pas l'air, mais c'est très, très long. Il était dans le sud, à Malmö, que ça se prononce, même ça s'écrit Malmö. Et puis, en plus, j'ai appris au retour au Canada qu'il venait pour des autographes à Montréal. Mais le temps qu'on le contacte, il était là quelques minutes, donc on l'a manqué. C'est clair. Et l'anecdote, c'est la folie des réseaux sociaux, c'est que j'ai tenté en fait de lui écrire en trouvant son profil sur Facebook. Ouais.
Et je l'ai eu en direct comme ça, quoi. C'est complètement improbable. Je m'attendais jamais à avoir une réponse. Et finalement, quand on ose et qu'on s'exprime correctement, et qu'on a un beau projet derrière, et le projet, ton projet était facile à vendre, et votre projet avec Thomas était vraiment top. Donc, c'est un plaisir de vous y aider, en tout cas. Je croyais que c'était un faux. Mais c'est gentil, merci de nous avoir aidé. Mais je croyais que c'était un faux compte même, tellement que c'était sur Facebook, il y a beaucoup de faux comptes. Donc c'est ça, en fait, tout ton lien avec Dread sur Tape, avec le podcast. En fait, c'est relié à celui qu'on appelle affectueusement ici Producer Tom. Et oui, en fait, c'est ça. En fait, comment tu as connu Thomas? Ça remonte à quand et dans quelles circonstances? Alors, ce bon Thomas est tout simplement venu jouer à Tours, dans la ville où je couvre le hockey sur glace, comme gardien de but émérite, auteur d'une fantastique saison. Un petit peu moins bien en play-off, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais donc il commence à faire son deuil. Là, donc, faut pas non, c'était une saison vraiment fantastique, avec une équipe jeune, avec quelques Canadiens, quelques joueurs d'Europe de l'Est, motivés, jeunes, prêts à faire briller un club qui venait de tomber quand même de 2 divisions au niveau administratif. Et ça a été une superbe aventure que j'ai suivie presque de l'intérieur, parce que je suis vraiment le hockey de très près à Tours. Et voilà. Parce qu'en fait, il y avait d'autres Canadiens sur l'équipe. Il y avait un autre gars avec qui moi j'ai joué au secondaire qui s'appelle Philippe Ringuette. Philippe Ringuette, bien sûr. Philippe Ringuette. D'ailleurs, l'accent français, c'est encore mieux. C'est ça. Il y a une photo qui restera sans doute mythique où ils sont en train de jouer aux échecs dans un bar de Tours. C'était pour pour passer pour les gars sérieux, c'était parfait. C'était pour un article, ça, non, dans le journal? Oui. Pour ton article? Exactement. Et donc, c'est toi la promotion? Ouais. Dans le fond, je lisais c'est moi qui l'ai prise, la photo. Ouais, c'est ça. Je lisais les articles de toi avant de savoir que c'était toi, dans le fond. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça en fait, que j'ai connu Thomas. En fait, c'est par Philippe Ringuette. Parce que Philippe Ringuette était un copain du secondaire. Puis, quand il est revenu de la France, on avait coaché. Et quand je dis coaché, je le mets en des guillemets. Là, on était des gens derrière le banc. On n'avait aucune expérience, mais il m'avait dit j'ai un copain qui pourrait peut-être coacher les gardiens de but. Et il a fait venir Thomas. Puis, en fond, c'était ce qu'on appelle le début d'une longue itinéraire. Donc c'est comme ça que j'ai connu en fait Thomas. Il revenait de France, il faisait 185 livres, des petites fesses bien serrées. Donc ça, c'était vraiment une autre époque. Non, puis bon, deux bons gars intelligents avec des bonnes valeurs, tout ce qu'on adore. Nous. Ouais, puis Philippe Ringuette qui avait eu une saison aussi, il faut le dire, assez. Je pense qu'il y avait 3 points par match. Là. C'était un truc. Ouais, c'était c'est la 3e division française, surtout à l'époque. Ce qui était en fait, c'était la 3e ligue française, mais c'était la 2e division. Ça s'appelle D2, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça. Tu as Ligue Magnus, D1, D2, D3. Exact. Mais c'est ça, il faut spécifier parce que c'est comme. C'est ça, si tu n'as pas les référents, Magnus est la meilleure ligue française, D1, D2. Sauf que si tu es en ce qu'on appelle France 3, dans le fond, tu es en D2 parce que tu es dans la 3e meilleure ligue française. Ouais, ça, mais je soupçonne certains clubs de D1 ou de D2 de ne pas préciser exprès pour avoir un Canadien qui croit arriver en première ou en 2e division alors qu'il arrive dans les des astuces pour. Ah oui, c'est exactement. Je suis sûr que ça fonctionne, mais. Philippe, lui, qui avait été un très bon joueur junior 3A, par exemple, au Québec, qui est arrivé en Division 2, qui avait fait 2-3 points par match. Là, si je me souviens. Non, c'était une très grosse saison. En fait, c'est juste qu'en play-off, en série plutôt, c'est bien de parler en français, tu sais que ça me tient à cœur. En série, ils sont tombés sur une équipe accrocheuse et avec beaucoup d'expérience de Toulouse. D'ailleurs, ça s'était pas très très bien passé sur les 2 matchs. Je me demande même si Philippe n'avait pas été suspendu alors qu'il avait absolument rien fait. Oui, c'est ça. Il y avait du théâtre. Les coachs s'étaient battus presque. Enfin, mais je pense qu'il n'y avait pas. Est-ce qu'en saison régulière, est-ce qu'il y avait eu des défaites, l'équipe à toi? Non, invaincu. Et d'ailleurs, j'avais fait une page spéciale que Thomas, je pense, a gardée. Ah oui. Il m'avait montré, je crois, qu'il avait la page. Il n'y avait aucune défaite. Puis il est arrivé un truc, c'était en saison ou régulière ou en tout cas en début de série ou fin de saison, où Philippe avait été suspendu. Ouais, c'est en série justement. Ouais. Pour avoir été le 3e homme dans une bataille, mais il y avait pas, c'était pas du tout le cas. Non, puis quand on connaît Philippe, c'est vraiment pas le genre à se mettre. Non, c'est ça. Directement la tête dedans. Là. Donc le meilleur joueur s'est fait suspendre et ils ont perdu en play-off. En plus, Thomas s'est pété le genou en série. En fait, tout s'est écroulé. Oui, complètement. Je pensais que cette équipe-là serait championne, mais il y a aussi la jeunesse, parce que ce genre de match, on t'y plonge parce qu'on sait que ton équipe est jeune. Et qu'on veut te sortir de ton talent en fait, parce qu'on sait que tu es dominant en fait sur la glace. Donc l'équipe de Tours était meilleure pour moi sur la glace techniquement, mais elle a été sortie du match par des événements en dehors de ça, et donc c'est un peu dommage, mais ça reste des souvenirs forts. Est-ce que c'est la seule saison invaincue de Tours? Je pense pas. En fait, le Tours a une histoire très tumultueuse avec plusieurs montées, descentes et problèmes financiers, administratifs. Donc je crois que c'est arrivé 3 fois que le club
tombent d'élite directement en deuxième ou troisième, en même troisième ou quatrième division. Donc, il a déjà été en Magnus. Oui. Bah en fait, si je me trompe pas, l'année d'avant cette année de D2, c'était la dernière année de Magnus de Tours. Donc Tours avait été éliminé au premier tour des séries, et l'année d'avant, Tours avait été en finale, je crois. Ok, donc il y a eu des bonnes années. Non, pas l'année d'avant. Non, je dis non, bien avant. Mais en tout cas, c'était déjà arrivé que l'équipe, elle est allée en finale contre Mulhouse, et c'était terrible pour le hockey français. Mais Mulhouse et Tours sont descendus après directement. Au fin fond pour des problèmes financiers administratifs. Et c'était l'année du lockout. En 2004-2005. Et Mulhouse avait 2 joueurs de Ligue nationale qui étaient venus. Et il y en a qu'un qui était resté au final, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des noms? C'était quoi les noms? Il y avait Steve Montador. Ouais, celui qui est décédé. Et Ryan Precht. Steven Reinprecht, ouais. Ryan Precht, ouais. Donc, Steve Montador, celui qui est décédé. Ouais. Alors, lui, je crois qu'il n'était pas resté. Il n'était pas resté très longtemps. Il n'était pas là en série. Okay. Mais pour la finale, il y avait Ryan Precht en face des joueurs de Tours. Donc, c'est quand même un peu compliqué. C'était quand même un excellent joueur. Là. Ouais, exactement. Steve Montador, je ne sais pas si tu vois là-bas, il est marqué Game Change dans les livres de mon père. Game Change, c'est le nouveau livre de Ken Dryden sur les commotions cérébrales. Et le sujet principal, c'est Steve Montador. Ouais. C'est lui parce qu'il est décédé des suites. Le sujet est chaud en ce moment. Hein. Là, il y a une conférence de presse un peu surréaliste de la Ligue nationale là, pour qui il n'y a pas de problème vraiment. Ouais, non, c'est ça. La tête dans le sable. Mais donc c'est comme ça que en fait Thomas et Sylvain se sont connus. Et quand on avait besoin d'aide pour la Suède, Thomas m'a dit je vais demander à notre copain. Donc en fait ça. Donc il est journaliste à Tours. Pour le hockey particulièrement. Et ce qui m'amène à parler du hockey en France, parce que le hockey, c'est pas... c'est pas le sport national. Non, c'est ça. Quand on pense à la France, on pense pas nécessairement au hockey. Mets-nous en contexte, en fait. Le hockey en France, pourquoi? Non, c'est pas vrai. non, je fais des blagues, mais le hockey en France, en général, comment ça se passe? C'est quoi un peu... en fait, tu sais, de ton point de vue, en fait, de journaliste qui essaie un peu d'amener de la visibilité, là. Bah pour moi, le hockey en France, ce sont des petites tribus, plus ou moins grandes, suivant les villes, qui se battent pour la reconnaissance de leur sport. Alors, tu as quelques endroits quand même où c'est majeur, à Rouen par exemple, à Grenoble, dans les montagnes un peu, à Grenoble, Gap. Mm-hmm. Il y a des endroits où c'est très prégnant, c'est-à-dire sur place, c'est vraiment le club numéro 1. Ouais. Mais c'est quand même la rareté, quoi. Et quand on parle de club numéro 1, on ne parle pas de public à 10 000, on parle de public à 2500, 2000, tu vois, c'est comme ça. Ça survient un peu et après, ça se développe un peu partout en France, mais il y a un manque de structure et puis il y a un manque de culture hockey en France, quoi, tout simplement. Et est-ce que Amiens aussi, c'est une ville de hockey un peu? Oui, absolument. Mais Amiens, il y a le football aussi, le soccer, et là-bas, ça passe rapidement devant avec des bons résultats. D'où vient quand même, parce qu'il y a quand même des questions là, qui se posent, d'où vient pour un Français l'amour du hockey? D'où ça vient? Statistiquement, tu n'étais pas prédestiné à... Non, pas du tout, surtout que moi je viens d'une ville où il n'y avait pas de club de hockey. C'est quelle ville? Châteauroux, la magnifique ville de Châteauroux dans l'Indre, qui n'est pas très loin de Tours où je travaille actuellement. Et j'ai découvert en fait le hockey français, oui, c'est ça, véritablement, en arrivant à Tours pour travailler comme journaliste sportif. Avant... je connaissais la Ligue nationale, en fait, par les jeux vidéo. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les Français ont découvert le hockey sur glace. Je pense beaucoup. Ouais, avec les jeux vidéo. Et puis, après, il y avait quand même quelques bastions culturels du hockey en France. Mais... Puis, c'est à quel âge ça que tu as découvert le hockey quand tu dis que tu as déménagé à Tours? Donc, tu devais être déjà quand même assez vieux. Ah oui, à Tours, ça fait 12 ans, je pense. Donc, j'avais 23, 24 ans. Ouais. OK, donc on peut pas parler de quelque chose qui a bercé ton enfance. Même un peu plus tard. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était le football, le soccer à fond quand j'étais jeune. L'Olympique de Marseille, Basile Boli qui met la tête en finale de Ligue des Champions contre le Milan AC. C'était ça mon enfance. Et maintenant, est-ce que c'est par ton amour hockey, foot, c'est 50-50 ou comment ça se fait? Non, c'est 80-20 pour le hockey sur glace. Ah oui, carrément, OK. Donc ça a débalancé là, vraiment. Okay. Oui, d'autant plus qu'en fait, le fait d'approcher le hockey quand même beaucoup par le terrain en France, ça fait que j'ai pas le recul lié à l'argent et la surmédiatisation en fait que vous pouvez avoir quelque part un peu vous et qui peut dégoûter en fait. Franchement, moi je comprends que les gens parfois soient dégoûtés parce qu'il y a trop de barrières entre les médias et les gens, il y a trop d'enjeux financiers, trop de fausses communications et j'ai pas eu tous ces problèmes-là avec le hockey sur glace français puisque en gros quand on tend le micro ou quand on écrit un article sur un joueur ou sur un entraîneur en hockey français, il est ravi quoi qu'on s'intéresse à lui déjà et du coup tu as des vraies relations, tu as des gens vrais, t'as pas des gens
coachés là en communication, etc. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Des réponses prêt. C'est ça. Parce que les joueurs de la Ligue nationale sont coachés par les gens de relations publiques d'équipe. Donc, si vous vous demandez pourquoi toutes les réponses sont pareilles, c'est parce qu'ils... C'est ça, c'est qu'il y a des intérêts derrière. Donc, on n'a pas vraiment... Voilà, on peut deviner. Parfois, il y a des sorties sur les réseaux sociaux qui échappent un peu aux responsables de communication, on va dire, de temps en temps. Puis ça fait du bien un peu. Mais c'est quand même rendu un peu triste. Enfin, ça a vraiment été, je pense... emblématique avec le CH cette année là. Ouais. La communication a vraiment été pour moi désastreuse quoi, de manque de responsabilité, de pas se dire les choses vraiment. Enfin, il y a quand même des choses un peu. On parle d'un sport qui est quand même. Il y a un engagement quoi. Tu vois, et quand tu as cette notion d'engagement, de don de soi, etc. Et que derrière tu as un discours, une petite rivière qui coule là, sans problème. Tu comprends pas quoi. Des fois je comprends pas quoi. Espèce de masque. Mais donc bref, en tant que journaliste du hockey français, tu as un accès quand même plus direct auprès des parce que aussi j'imagine que c'est pas dans le fond, il n'y a pas 300 000 journalistes de hockey spécialisés en France. Donc tu dois être un peu reconnu dans le sens que les gens doivent te connaître là, s'ils sont dans le hockey français, là, j'ose croire. Quand tu développes quelque chose pour le hockey en France, assez rapidement, c'est vrai que la communauté reconnaît ça. Surtout qu'elle est justement comme elle est négligée un peu, comme elle se sent négligée à part, elle se mobilise rapidement pour un projet quoi. Et tu vois ce que j'ai pu, qui est fini juste hier soir à minuit là, c'est marrant qu'on se voit aujourd'hui d'ailleurs. Oui, on va y venir parce que c'est vraiment ça ton projet phare là, qui explique un peu ton amour et en fait bref, plongeons tant qu'à y être. Parle-moi-en, dans le fond, de ton projet qui s'intitule Hockey Franco, qui, comme la mission Forsberg, a commencé une campagne Ulule. Ulule, qui est d'ailleurs une compagnie française, on le rappelle. Donc, ulule.com/Hockey Franco, qu'est-ce que c'est cet énorme projet sur lequel tu planches depuis maintenant plusieurs mois? Là. C'est ça. Puis le Hockey Franco, ça va être un projet pour très longtemps. Ouais. Et c'est plus qu'un projet, c'est la toile de fond du projet, en fait. Mm-hmm. Le Hockey Franco, c'est la marque de fabrique, en fait. C'est ce qui va comprendre tous les projets que je vais mettre en place pour le hockey francophone. C'est pratiquement si on veut une chaîne une chaîne de visionnement que tu pars d'une certaine manière. En fait, tous les développements peuvent être imaginés, mais le départ vraiment, en fait, le hockey franco, c'est donc la marque de fabrique, ce qui va, comme toi, Dread Sul Tape, tu peux imaginer faire des vidéos plus tard ou quelque chose, ça restera Dread Sul Tape. Mm-hmm. C'est ton projet global. Moi, c'est mon projet global, et à l'intérieur de ça, ce que je voulais vendre vraiment avec le financement participatif sur Ulule, c'était un tour de France du hockey. Pour enfin avoir le temps, les moyens d'aller sur le terrain, voir les acteurs que j'ai parfois au téléphone ou dont j'entends parler un peu à droite à gauche, leur donner la parole et puis faire un vrai travail journalistique autour de ça pour avoir un contenu intéressant et qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existe complètement pas dans le hockey français, quoi. C'était ça qui m'intéressait à fond et qui a permis de laisser cette étincelle-là qui a lancé le projet, en fait. Oui, ça a commencé avec combien de villes, la première proposition? C'est environ 20 étapes. Donc, en fait, je crois qu'il y en a 19, il y en a même 20, je crois. 20, et puis après, il y a la région parisienne que je fais à part, début octobre, et qui sera peut-être plus thématique, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un tour de la France, d'aller voir vraiment tous les acteurs du hockey français. Et tu avais demandé combien d'euros au départ? Au départ, c'était 10 000 euros. J'ai pas mal hésité. Je pense que tu as été dans la même situation. Ah ouais, à savoir quel est le bon montant? C'est ça, parce que tu peux imaginer combien ça peut te coûter, mais ça dépend de beaucoup d'éléments, en fait. Et moi, mon projet a tellement changé en cours de route aussi. Mais il faut, du moment où tu l'as lancé, c'était fixé, j'imagine, le projet. Tu veux dire dans la réflexion là, avant, tu veux dire... Pour te dire complètement la vérité, je pense que 3 semaines avant, j'hésitais entre 5 000 euros et 10 000 euros, en fait. Parce que tu as toujours cette petite hésitation à te dire, si c'est 4 800, c'est zéro, quoi, en fait. Parce que quand tu n'atteins pas le montant... Et puis après, j'ai dit, je crois en mon projet, je crois en les gens qui vont m'accompagner, ça va marcher. Je me suis dit que ça allait marcher, je me suis dit 10 000, ça va marcher. Et ça a très bien marché, en fait, au final. Donc, c'est une campagne que... Nous, c'était 1 mois qu'on s'était donné. Toi, tu es allé jusqu'à 2 mois. C'est un mois et demi. Et puis un mois et demi à peu près. Ouais. Et ton 10 000, tu l'attends en combien de temps? En fait, au bout de 10 jours environ, une dizaine de jours, j'ai fait un live Facebook, en direct sur Facebook, parce que Tom m'avait dit que c'était vraiment une bonne idée, que ça marchait bien. Pour tentons l'expérience. Rejoindre la communauté. Puis je pense mettre vraiment un visage... animé sur un projet, et parce qu'il y a une forme de doute quand même. Je pense quand tu lis un projet comme ça,
qui y a derrière, qu'est-ce qu'il fait, enfin tout le monde te connaît pas. Et en fait, donc j'ai fait ce direct-là en vidéo, et en fait j'ai fixé un challenge, un défi aux gens, en fait, en disant si on passe de 70%, qui était le chiffre quand j'ai commencé en fait cette vidéo, à 75% en 3 jours, tous les donateurs auront un petit cadeau en fait, en plus des contreparties de base quoi. Ouais. Et en fait, en 3 jours, ça a fait 30% en fait. Donc ça a fait les 100%. Les 100% sont arrivés en 2 semaines. Alors, donc beaucoup de gens ont eu un petit cadeau, c'est ça? Est-ce que tout le monde aura, c'est un porte-clés décapsuleur en fait. Okay. Et c'est pas marqué sur le site en fait, je l'ai annoncé, donc c'est commandé là d'ailleurs. Et donc tout le monde, même ceux qui ont donné en dessous de 7 €. Ouais. Normalement, c'était la première contrepartie était à 7 €, même à 5 €, ils auront au moins un souvenir. Okay. Voilà. Et ça s'ajoutera évidemment à tous ceux qui ont pris quelque chose quoi. Puis t'avais aussi, c'est que dans tes contreparties aussi, c'était extrêmement unique. Toutes tes contreparties étaient uniques, c'était beaucoup des chandails de hockey, des jerseys, là, vraiment des chandails de hockey que tu avais fait signer, je crois, ou en tout cas, pas sans signer, mais qui étaient aussi très uniques. Tu en avais de Cristobal Huet, parce que bon, tu avais réussi à avoir, parce que tu connais les gars dans le fond. Celui de Cristobal Huet, c'est un collectionneur en fait, c'est pas un maillot qu'il a porté, c'est un maillot siglé à son nom, etc. Okay, c'est ça. Qui n'est pas signé d'ailleurs, mais ça aurait pu s'arranger. Ça c'est pas trop un problème. Non, en fait, il y en a un par contre qu'il a porté, qui date du championnat du monde de hockey sur glace et qui lui est signé par toute l'équipe. Ouais, donc ça c'est quelque chose que tu avais réussi à avoir pour. Ouais, ça c'est la fédération qui m'a envoyé 2 maillots en fait, un de Stéphane Dacosta et un de Cristobal Huet, signés par toute l'équipe de France. Donc ça c'était vraiment des lots. Ils t'ont envoyé ça avant la campagne ou pour la campagne? En fait, je les ai démarchés. Il y a eu en fait un match des étoiles du hockey français. Okay. Qu'ils ont appelé un All-Star Game d'ailleurs, parce qu'en France on aime bien donner des noms anglais à tout. Ah oui, c'est ça. Et du coup je m'y suis déplacé parce que c'était l'occasion de parler de mon lancement de projet qui était imminent et de la campagne. Et donc j'ai vu un membre important de la fédération sur place, je lui ai présenté le projet et il m'a dit OK Sylvain, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit ce qui serait super, c'est d'avoir des places à faire gagner pour des matchs de l'équipe de France, et puis si je pouvais avoir 1 ou 2 maillots d'équipe de France, ce serait super comme contrepartie quoi. Ouais. Et il m'a fait envoyer 4 places pour un match de l'équipe de France qui était avant le début du financement participatif, donc j'ai fait gagner dans le groupe Facebook Hockey que je dirige, et puis les 2 maillots. Donc ils ont été super quoi. Je me suis dit que j'aurais dû en demander 10. C'est ça. non, ça a été vraiment super. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que, ça me tient vraiment à cœur, c'est que le hockey français s'est vraiment mobilisé dans les clubs. Il y a 80% des clubs de Magnus et de D1 qui m'ont mis de côté ou envoyé un maillot, quoi. Au moins un maillot. Et certains en ont envoyé 4, 5. Wow. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communauté de hockey française que les gens se tiennent parce que bon, vous êtes une minorité. Et puis c'est vraiment l'angle médiatisons le hockey français. Ouais, c'est ça. Là, ça parle à tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est le grief numéro 1 de tout le monde dans le hockey, supporters, arbitres, entraîneurs, ça prend de la visibilité. Tout le monde dirigeant, c'est le fait que même les chaînes de télévision françaises qui achètent les droits, elles passent en catimini quelques matchs par-ci par-là, mais sans vraiment les traiter avec beaucoup d'égard, quoi. Est-ce que les matchs en Magnus sont diffusés à la télé? Non, alors il y a le seul diffuseur de tous les matchs de Ligue Magnus, c'est sur Internet. Et Fancy s'appelle, et en fait c'est un abonnement payant, et en fait il y a assez peu de caméras, et puis les commentateurs sont bénévoles, ils sont en fait engagés entre guillemets par le club local. Okay. Et donc on va pas se cacher que c'est pas la qualité d'une retransmission télé, sans même parler de Ligue nationale où personne n'ose rêver de ça en France. Ouais. Mais c'est même pas le niveau d'une retransmission télé, quoi. Okay. Classique. Et donc il y a la chaîne L'Équipe du journal L'Équipe, qui est le seul quotidien sportif français, qui a les droits aussi, mais qui passe un match tous les 3 mois, quoi. Okay, et en finale, il passe même pas tous les matchs de la finale, quoi. Okay, donc c'est vraiment un problème. Et les matchs de l'équipe nationale française aussi, ils sont pas diffusés nécessairement au championnat du monde. Ils ont diffusé, si je me trompe pas, en décalé certains. En décalé. Donc tu sais déjà le résultat. C'est-à-dire que tu pouvais le voir en direct sur le web, sur Internet, mais si tu voulais le voir à la télé, il fallait te fermer les yeux, te boucher les oreilles, éteindre tous les réseaux sociaux jusqu'à l'heure de diffusion, parce que le match c'était déjà fini. Donc tu l'as regardé sur Internet, j'imagine? C'est pas ce que j'appelle avoir, tu vois, moi j'ai regardé sur Internet, mais c'est pas ce que j'appelle avoir beaucoup d'égards envers la retransmission, quoi. C'est quand même l'équipe nationale, c'est quand même les derniers championnats du monde en plus des 2 sélectionneurs qui étaient là. Bon. Ouais, c'est ça, donc c'est difficile.
Ouais, c'est difficile. Il y a un manque qui est. Et la All-Star Game de l'équipe des joueurs français, c'est qui jouait En fait, c'était. Des joueurs qu'on connaît ou... Ouais, t'avais les meilleurs joueurs du championnat de France quelque part, français et étrangers. Okay. Et ils étaient répartis en fait par région. Il y avait 4 équipes. Et du coup, ces équipes-là s'affrontaient. Puis il y avait des petits jeux autour. Enfin, c'était très inspiré de la version nord-américaine, mais c'était vraiment un beau rendez-vous à Bordeaux, là, dans une des plus grandes patinoires françaises, là, qui peut accueillir plus de 3000 personnes. Est-ce que Stéphane Dacosta était là? Non, des joueurs qui étaient... Non, là, c'était vraiment les joueurs du championnat de France. C'était le match des étoiles du championnat. Ok. Ouais. Donc, c'est ça qu'on entendait par championnat. Ça fait penser aussi, parce que tantôt, je voulais quand même pas qu'on oublie, mais quand on parlait de Tours est quand même une grosse ville de hockey, si je me trompe pas. Oui, c'est une place forte historique du hockey. En fait, ça a été le premier club à faire venir des importés canadiens, en fait. Okay. Et à vraiment s'en servir. Ce qui a énervé pas mal les clubs de montagne qui gagnaient tout à l'époque. Ouais. S'ils avaient ils formaient les meilleurs joueurs, etc. Ouais. Sauf que là, ils ont vu débarquer des joueurs quand même d'un très haut niveau. Il y a eu c'est difficile à comprendre pour des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au hockey français. Là. Mais il y a des vrais joueurs de niveau de la Ligue nationale qui sont venus jouer en France à l'époque. Ouais. Ah oui, hein, il n'y avait pas... Paulin Bordelot, par exemple, c'est le père de... Voyons. C'est quoi son nom? Il est venu au podcast. Sébastien Bordelot, exactement. Qui a la double citoyenneté, d'ailleurs. C'est ça. Il y a 3 générations, je crois, de Bordelot. Ouais, exact. Son fils qui est excellent, d'ailleurs, Thomas Bordelot, qui est un futur... Mais Bob Gainey n'est pas venu en France? Si, Bob Gainey à Épinal, notamment. Mais en tant que joueur? Oui. Oui, non, mais il y a eu des joueurs incroyables. Il devait être en fin de carrière, j'ose croire. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Mais... Ça devait être dans les années 80. Non, mais c'est ça. Attends, même plus tard que ça, parce que 86, il était capitaine des Canadiens, je crois, quand ils ont gagné la Coupe. Puis ça, c'était 86, donc ça, c'était peut-être... Avant ou après. Bob. Puis ça, c'est qui c'est qui les meilleurs... les plus grands joueurs, en fait, qui sont venus en Ligue française? Dans l'histoire, peut-être aussi parce que tu n'étais pas là à l'époque aussi, je sais pas. C'est ça, j'ai suivi un peu sur le tard. Je voudrais pas en oublier comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des vrais joueurs de Ligue nationale. Ouais. Là, aujourd'hui, quand on a un ancien joueur de Ligue nationale, souvent, c'est un gardien de 30-38 ans qui a joué dans 3 autres ligues européennes avant. Oui, non, c'est ça, parce qu'on s'entend quand ce qui est logique. Oui, c'est ça, quand tu quittes la Ligue nationale, si tu viens pas en France, généralement, là, tu vas dans les grosses ligues comme la KHL, la Ligue suisse, les ligues en Scandinavie. Mais c'est ça. En général, tu vois, ils font ça. Après, ça se passe pas forcément bien. Il atterrit en Allemagne, genre, et puis en Allemagne, c'est pas génial. Donc après, peut-être il atterrit en France, quoi. Et c'est genre le plus gros salaire de toute la Ligue Magnus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas des gros salaires en Magnus, contrairement à ce que tu peux faire en Suisse ou en KHL. Là. Non, je sais pas si ça va te parler vraiment, mais je pense que vraiment, là, quand on parle de très très gros salaires, c'est autour de 5-6 000 euros par mois. Ok. Et c'est vraiment c'est l'exception, là. C'est rare, quoi. Ça, donc, quand on parle d'un gars, parce qu'il y a un autre gars qui joue en France, c'est Éric Chouinard, un ancien choix de premier tour des Canadiens à la fin des années 90, qui a malheureusement laissé un goût amer dans la bouche des fans du Canadien. Mais lui, notre fois, il est en France. Heureusement, il y a Louis Leblanc qui est arrivé après pour... Oui, c'est ça, pour tout effacer, tout rincer. D'ailleurs, Louis Leblanc qui est aussi venu au podcast. Louis Leblanc qui est à Harvard maintenant. Excellente idée d'ailleurs de l'avoir invité. Oui. Je crois pas qu'il est diffusé encore cet épisode-là. Je crois pas l'avoir diffusé encore. Mais non, c'est ça. Tu l'avais invité, mais c'est vraiment une super idée parce que moi j'avais eu l'idée aussi de le. Tu sais, il a porté ça qui est terrible avec la passion à l'aise là. Il a porté quelque chose dans son nom, mais tu sais, il est pas pour grand chose lui. Il a tout fait pour réussir sa carrière. Hein. Il a essayé. C'est pas qu'il voulait pas, je crois. C'est simplement que ça n'a pas fonctionné. Mais il y avait comme tout un timing. Historique là, d'être repêché au Centre Bell à Montréal par les Canadiens avec la foule qui se cante ton nom, tu es un natif de l'endroit. Donc, c'était très... c'était peut-être un peu pesant, tout ça. Puis, il était pas mauvais. Hein, il avait pas mal commencé sa carrière. Puis, il était bien coté quand même à l'époque aussi. Là, c'est 17e, je crois qu'il avait été repêché. 17e, à l'époque, c'était réaliste de penser que Louis Leblanc était repêché là. Bon, par après, Trevor Timmins a dit que lui, il aurait préféré, je crois, Chris Kreider. Bon, c'est facile à dire par après. Là, je sais pas si... C'est parce qu'il semblait dire que c'est la direction qui lui avait demandé de repêcher Louis Leblanc, ce qui est possible aussi, mais bon, c'est facile par après de dire... Moi, quand tu as une job comme ça, là, tu
tu tranches ton choix là. Si t'es pas content, tu t'en vas. Et puis si tu l'as fait le choix, dans ce contexte-là, tu vas pas dire derrière que c'était pas vraiment ton choix. Et que... Assume ton choix. Quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Éric Chouinard joue en France depuis bon nombre d'années. Là, je crois qu'il est rendu fin trentaine. Maintenant, lui, est-ce que c'est une superstar aussi? C'est un des très bons joueurs du championnat. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres aussi, mais ce sont pas forcément. Ça peut être curieux à constater, mais c'est pas forcément le joueur qui arrive d'une très grosse ligue qui va être le meilleur, parce que il a pas ses repères forcément. La dimension de la glace est différente aussi ici. C'est ça. Il y a quelques joueurs. Je sais pas, il y a je pense à un joueur comme ça que j'ai vu à Angers qui s'appelle Yannick Tiffu. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il était pas en Ligue nationale, lui, justement, Je sais pas s'il a fait il a été repêché, je pense, mais je sais pas s'il a joué en. C'est pas celui qui vient de signer en KHL là, hier. C'est pas lui. Ah, peut-être je me trompe parce que je sais qu'il y a un Français qui passait. Non, c'est pas un Français, c'est un Canadien. Ah, ok. Yannick Tiffu. Et, c'est un Canadien? Oui, c'est un Canadien. Okay. Ouais, c'est un Canadien. Ouais, c'est Ovitu dont tu parles qui vient de signer en KHL. Ouais, ça fait qu'il y a 3 Français en Russie, donc j'irai peut-être faire un tour. Ouais, c'est avec Eric Dacosta. Mais bref, tu parlais, juste pour finir sur le Canadien. Ouais, donc Yannick Tiffu, en fait, qui était. Moi, je l'ai vu jouer quelques matchs avec Angers. On voyait que techniquement, il était très au-dessus du lot. Là, c'était un talent pur, là, vraiment. Nord-américain très fort, etc. Mais il n'a pas été non plus hors du commun au niveau statistique, etc. Parce qu'il faut s'adapter à tout un tas de choses. Et puis aussi ce serait méchant de dire non-professionnalisme français, mais voilà, t'as pas un staff de 15 personnes autour de toi pour tout préparer, voilà. Faut s'habituer à ça quand même. Même si les clubs font de leur mieux, c'est un autre contexte, quoi. Donc ça réussit pas tout le monde. Non, je comprends. Et est-ce que tu connais aussi à Lyon, il y avait un Nicolas Bignac qui jouait? Oui. Ouais, Nicolas Bignac aussi, c'est un gars qu'on connaît bien, que je connais bien dans le sens qu'il a joué, il était allé à la même école que moi, donc il était un an plus vieux. Et maintenant, mais lui, il a joué à Lyon 2 ans, je crois. Ouais. Ça a été même il a fait monter le club de division, si je ne me trompe pas. Il était sûrement de l'équipe qui avait monté de D1 en Magnus, probablement. Ouais, c'était une énorme équipe de Lyon qui avait dominé le championnat très largement avec une attaque de feu. Donc lui il avait fait partie de ça à ce moment-là. Il a joué, je pense, en Magnus l'année d'après. Mais j'imagine, est-ce qu'il y a une grosse différence entre Magnus et Division 1 en termes de financement? Oui. Ah oui, majeur. D'où vient l'argent en Magnus, les commanditaires? Oui, les commanditaires. Parce que c'est pas les droits télé. Là. Non, mais on parle vraiment pas de gros budget non plus là. Mais en Magnus aujourd'hui, parce que ça a quand même un peu augmenté au fil des ans, si t'as pas 1,5 million d'euros, c'est très très compliqué. Il y a quelques clubs qui en ont beaucoup moins, qui se débrouillent, mais. Et les joueurs. Combien de joueurs en fait importés tu as le droit en Magnus Alors en fait, la règle qui a été établie, parce qu'il y a un moment, c'était d'ailleurs Tours a un peu été célèbre pour ça malheureusement, mais ils ont aligné une équipe justement. C'était l'année d'avant celle où Thomas est arrivé dans l'équipe, donc c'est-à-dire où ils étaient la dernière année de Ligue Magnus. En fait, depuis Tours n'a jamais été plus en Ligue Magnus. Je crois que Thomas a joué en 2009-2010. Donc c'est ça, exactement. 2008-2009. Il y avait, je crois, un seul Français dans toute l'équipe de Tours et 80% de Canadiens et quelques Tchèques-Slovaques, quoi. Et en fait, à l'époque, la règle, c'était les passeports européens. Ouais. Donc il y avait que des Canadiens italiens, Canadiens irlandais, Hongrois, Canadiens, quelque chose. Donc des Canadiens qui avaient une double citoyenneté au fond. Ouais. Des Canadiens, quoi, mais bon, ils avaient un grand-père. Légalement parlant, Voilà, donc même Thomas, il est polonais, il aurait pu. c'est ça. Mais ça rimait pas à grand-chose, honnêtement, quoi. Ouais. Quand tu es dans un championnat français, tu imagines une équipe canadienne avec 0. Non. Donc là, ils ont imposé une règle. Donc voilà, alors la façon, parce que c'est très compliqué avec les lois européennes, parce que la loi des travailleurs, tu n'as pas le droit d'empêcher les travailleurs libre circulation d'aller travailler où ils veulent en Europe, en fait, théoriquement. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont obligé les clubs à avoir au moins 10 joueurs plus un gardien formé localement. Et ce qu'ils appellent formé localement, c'est-à-dire formé en France, qui a fait ses années de jeunesse de hockey en France, en fait. Et donc aujourd'hui, tu peux pas avoir sur la feuille de match, le soir du match, là, plus de 11 étrangers, dont ton gardien, puisque t'es obligé d'avoir sur la reste de ta feuille, d'avoir ton nombre minimum de Français, quoi. Donc même s'il y a des blessés, si un blessé français trouve un autre Français. Exactement. Et ce qui se donne des situations des fois malheureuses. C'est juste rigolote en fait, mais un peu pathétique, où il y a un coach de 55 ans qui s'habille pour le match, ou mais ça, en fait, tu vois, ou même une féminine. J'ai vu il y a des matchs où il y a une féminine qui était habillée pour le match pour faire le nombre. Donc une fille.
Ouais. Parce Une que joueuse, ouais. pour jouer en D... Pour faire le nombre. En D1, je l'ai vu. En Magnus, je ne sais pas. Mais en D1, c'est arrivé certainement. Ouais. Est-ce qu'elle était capable de suivre dans son Non, mais elle n'aurait pas joué une minute, là. Okay, heureusement. Elle était seulement habillée. Ouais, c'est ça, pour faire le nombre. Mais, mais quand on est rendu là, c'est quand même triste, quoi. Surtout, c'est pour pas la faire jouer. Hein. Mais non, c'est ça. C'était juste pour pas se faire sanctionner, parce que sinon, c'est match perdu automatiquement. Donc, OK, complètement. Ouais, ben justement, à Tours... Tom m'en a conté des bonnes, des histoires qui feraient sourire beaucoup de gens. Le coach était encore une fois très Reggie Dunlop, là, mais le joueur, non, il n'était pas joueur-entraîneur, il était coach et directeur général de l'équipe, mais des fois il jouait aussi, c'était Bob Millette. Ouais, il a joué en fait un match, le premier match de la saison, parce que les joueurs n'étaient pas qualifiés et que c'était un imbroglio administratif aussi. Mais il avait une 50aine d'années, lui. Là. Ouais, puis il a joué, il est arrivé en tant que joueur en France, à Lyon, puis Tours. Et en fait, effectivement, il est jusqu'à la saison passée, il était encore entraîneur à Tours. Ouais. Là, le nouveau président l'a un peu mis dehors. Parce qu'en fait, il était parti, il était revenu. C'est ça, de plusieurs fois, c'est arrivé. Et c'est un vrai personnage du hockey français. Ben oui. Parle-moi un peu de ce Bob Millette, parce qu'il est très coloré et très divertissant. C'est ça. Donc il est arrivé. C'est un Québécois. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un Québécois qui est arrivé en France en tant que joueur, qui a une personnalité très forte, beaucoup de croyances. Mm-hmm. Peut-être que Tom t'as parlé un peu de ça, mais il met du sel des fois sur le filet adverse pour porter malheur. Il y a des petites du cérémonial, des choses comme ça, des choses qui restent probablement entre l'équipe. Donc moi je sais pas tout personnellement, mais je sais que ça existe. Et qui est très axé sur la communication, qui aime parler de son sport, qui est très passionné, c'est un sacré personnage qui a souvent eu des bons résultats sportifs. Avec Tours. Voire des très bons avec Tours, mais qui était en fait au milieu de cette longue période où Tours montait, redescendait systématiquement pour des problèmes de finances. Et où il a été beaucoup pointé du doigt parce que très bien payé. À un moment donné, c'était probablement l'entraîneur le plus payé de France, je pense. Okay. Et à chaque fois, le problème financier en fait retombait sur le club, etc. Donc ça a été, il y a eu une espèce de dichotomie, tu vois, de bien et de mal et de positif et de négatif qui l'a accompagné tout le temps. Parce que lui, ce que Thomas allait me dire, tu sais, oui, il est entraîneur, mais en France, il faut que tu en fasses plus que ce que ton titre indique. Puis il était aussi un peu l'animateur de foule, il était tout là. Ouais. Il disait la manière qu'il présentait les joueurs, c'était oui, c'est ça, il y avait une personnalité, mais là, tout le monde, tu sais, mais tu penserais jamais à voir un entraîneur faire ça au Canada. Ça serait... c'était à Monsieur Loyal en plus de. Ouais, non, c'est ça. Ça serait jugé pas sérieux, mais ici, c'était vraiment lui qui présentait les joueurs. Thomas aussi m'a conté un moment, je pense, où Thomas s'en allait de la patinoire servir, puis je pense qu'il était en train de se battre avec les joueurs adverses. Des trucs. Puis il a passé pas mal de temps aussi dans Tours pour aller voir des sponsors, pour aller passer des soirées avec eux, pour les emmener dans le hockey. Je pense que c'était aussi très divertissant pour tout le monde d'avoir un Québécois, avec son accent, sa passion, qui parle de hockey sur glace. Et il a su créer un enthousiasme. Malheureusement, c'est toujours pareil. C'est beaucoup monté l'enthousiasme, c'est beaucoup redescendu, puis c'est remonté, puis c'est redescendu, puis à un moment donné. Là, le chapitre est en tout cas fermé, peut-être provisoirement, peut-être pour de bon, mais. Ouais. Est-ce qu'il était capable de jouer quand il s'habillait comme joueur dans une 50aine d'années, je veux dire. Là, il a joué, je pense, quelques shifts en 3e division, quelques tours sur la glace, mais je crois qu'il a eu une passe sur le match. Mais c'était en D2, ça. En même temps, c'est assez fantastique comme histoire parce que. Ouais. En fait, s'ils jouaient pas, il n'y avait pas assez de joueurs. En fait, c'était le nombre de joueurs. Ils sont allés au nombre de joueurs minimum. Je crois que je me demande même s'ils ne sont pas partis à 3 gardiens, dont un habillé en joueur de champ, pour faire le nombre. Et ils ont été gagner le match en fait. Incroyable. Ils ont gagné le match là-bas. Donc c'était où? C'était pas à Tours. Ah non, c'était pas à Tours, c'était à l'extérieur en plus. Okay, donc il fallait faire le déplacement. On a fait un petit retour momentané en D2. Ouais, c'était. En 53 ans. Ouais, c'est resté dans l'histoire un peu ça. Incroyable. J'avais été voir lui ses statistiques, il avait été très bon dans le junior majeur, puis il était parti en Europe par après. Éric Chouinard, est-ce que tu le connais bien? Parce que lui, non, je le connais pas. Pas du tout. Okay. Non. Parce que je sais que lui, il a comme installé sa famille ici et tout, donc. Je me demandais en fait s'il y avait quelque chose avec ça. On a parlé de ton projet Hockey Franco. Puis on n'a pas encore terminé, mais ça s'est rendu à 20 étapes. En fait, tu as été chercher le 10 000 € en quelques
Ouais, c'est en 2 semaines, Ouais, on va dire. Et après, tu as fait ce qu'on appelle un stretch goal, c'est-à-dire un deuxième but. Tu demandais 15 000 euros. C'était 15 000 euros, c'était pour aller à quel niveau à ce moment-là? En fait, j'ai beaucoup planché et réfléchi sur le deuxième projet en fait, à proposer. Et en fait, l'évidence qui est arrivée à moi, c'est que en fait, il y avait beaucoup de gens frustrés qu'il n'y ait pas d'étape en fait du Tour de France, du premier du nom, quelque part dans leur ville, et que j'avais de quoi en faire un deuxième en fait, ne serait-ce qu'avec le nombre d'autres étapes potentielles. Donc en fait, c'est ça que j'ai proposé. J'ai dit, ok, le premier t'es à 10 000, voilà, le deuxième 2 fois moins cher à 15 000. On va faire un deuxième Tour de France en ajoutant beaucoup de villes qui me tenaient à cœur aussi que j'avais pas pu mettre dans le premier. Et donc voilà, je suis parti sur cette idée-là. C'est quand même énorme parce que 15 000 euros, je veux dire, en dollars canadiens, c'est quoi? 30 000? Non, pas 30 000 quand même, mais vingtaine de mille. 24, 23, 20, ouais, peut-être. 23, 24 000 dollars, c'est quand même énorme. Là. Et c'est un truc très intéressant dont j'ai même discuté avec Thomas, je crois, dans la... Je sais plus si c'est dans Mission Forsberg, dans le making-of ou juste en général, mais comment tu avais eu vraiment une belle réponse, tu sais, parce qu'on pourrait se dire que... Parce que c'est ça, on a eu 2 campagnes. J'aime bien pas comparer nos campagnes pour les comparer, mais quand même, nous, on avait un projet de hockey où on demandait 5 000 $ dans un contexte de hockey, mais comme tu dis, où les gens sont très sollicités côté hockey. On est beaucoup moins en volume. On est moins de 10 millions au Québec, même moins de 9 millions. Puis toi, tu es dans un contexte français où vous êtes un pays de 70 millions, donc 2 fois plus que le Canada. En fait, 2 fois le Canada en termes de démographie, mais dans un sport complètement niché. Complètement niché. Mais je pense que ça a été la force de la niche. C'est complètement. Et puis il y a un chiffre qui veut beaucoup dire, c'est le nombre de licenciés qu'il y a en France. Par licenciés, vous entendez il y a des joueurs. Des joueurs ou dirigeants, enfin des gens qui ont une licence dans le hockey sur glace français. Donc dans le fond, si on veut, des acteurs. Comme une carte officielle, tu vois, ouais, c'est ça. Il y en a 22 000 en fait seulement. Donc il y a 22 000. Là, on parle pas seulement de joueurs. Non, mais majoritairement, mais pas que, ouais. Donc dans le fond, c'est comme si le bassin de gens qui, en fond, sont proactifs. Voilà, t'enlèves les supporters. Ouais. Puis t'as à peu près le monde du hockey, quoi. Enfin, pour schématiser en France. 22 000, quoi. 22 000. C'est une poussière, quoi. C'est vraiment une poussière. Et comment tu peux expliquer que tu as été autant chercher parce qu'on s'entend pour aller chercher 10 000 € en une dizaine de jours. Oui, un live Facebook, mais encore, tu sais, je veux dire, vraiment, comment tu expliques cette réponse-là aussi forte? Parce que aussi, c'est quoi? Tu as fini avec combien de contributeurs au final? 350, entre 350 et 360, je pense. C'est ça. Donc, comment tu peux expliquer d'être allé chercher ça? En fait, je pense que c'est le fruit d'un certain travail et c'est aussi la fantastique force de propagation d'une info et d'un projet des réseaux sociaux, en fait. Ouais. Quand tu les maîtrises et quand tu as un certain nombre de contacts dedans et que potentiellement, c'est vraiment un raz-de-marée là, pour atteindre les gens. Ce qui prend du temps, etc. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, j'avais créé un groupe privé sur le hockey sur glace, que tu as pu voir un peu, où en fait, l'idée de départ, pour revenir très rapidement à ça, c'est que les gens que je connais, mes amis dans la vie, ils en avaient marre, en fait, de voir du hockey sur glace sur ma page Facebook, parce qu'eux, ils s'en fichent la plupart du temps. Ils n'ont aucun intérêt pour ça. Donc, en fait, j'ai créé un groupe privé sur le hockey en disant là je vais rassembler le maximum de gens qui aiment le hockey puis on va partager ensemble du contenu sur le hockey sur glace. Comme ça on n'embêtera pas tous les autres. C'est un groupe extrêmement nombreux là. Il y a quelque chose comme des milliers de personnes. Ouais, il y a plus de 14 000 personnes dessus et plus de 10 000 Français et tu reviens aux 22 000 licenciés et en rapport c'est beaucoup. Donc j'avais déjà cette parole là, enfin tu vois ce terrain de jeu là on va dire. Potentiel et puis après en fait Thomas m'a pas mal aidé parce qu'il m'a dit c'est très important d'avoir des gens qui vont porter cette parole en ton nom à toi parce qu'en fait tu peux très vite embêter les gens à tout le temps toi poster des choses etc. Faut avoir des relais un maximum, des ambassadeurs et là en fait j'ai ciblé une centaine d'ambassadeurs, un petit peu moins et en fait de la manière dont je l'ai fait en fait je me suis dit je veux des anciens joueurs, des internationaux de maintenant, des francophones de Ligue Magnus, des arbitres, des supporters, des journalistes. Tu vois, j'ai fait comme 10 catégories de 10 personnes à peu près, plus ou moins. Et après, j'ai contacté tous ces gens-là en disant, voilà, ma campagne, c'est ça. Est-ce que tu acceptes d'être ambassadeur? Et ça consiste en rien, sinon propager l'info, en parler autour de toi, diffuser, etc. Sur les médias sociaux ou en général? Beaucoup. En fait,
j'ai regardé le trafic sur le site parce que tu peux voir la provenance. Puis c'est Facebook et genre c'est beaucoup quoi. Ouais. Donc est-ce qu'il y a eu là-dedans des gens qui ont été clés particulièrement, qui ont donné des pushs importants pour la campagne? Non, c'est une toile d'araignée en fait. Ouais. C'est l'ensemble, je pense. Il y en a forcément qui sont plus clés que d'autres, c'est sûr. Mais en fait, plus tu vas toucher des gens qui sont des figures de ce sport-là, par exemple, eh ben, ça ne te garantit rien parce qu'en fait, la plupart du temps, déjà, ils sont très durs à joindre. Mm-hmm. Quand ils te répondent, c'est une fois toutes les 3 semaines. Et puis, tu es déjà très content d'avoir un petit mot. Et puis, eux vont pas diffuser énormément. Ils utilisent pas forcément beaucoup les réseaux sociaux. C'est beaucoup quand même quelque chose de supporters, de journalistes, les réseaux sociaux. Tu vois, t'as pas tant que ça de joueurs très actifs, etc. Tu vois, donc. On avait essayé on a partagé à Red Sur Tape tes trucs. Je sais pas si tu as eu des provenances du Canada ou un peu. Vu que c'est très français. Tiens, je vais te dire un truc que tu vas être le premier à savoir. C'est que je trouve absolument génial. Moi, ça me ravit quand je reçois ça. Il y a en fait un Frédéric Bergeron qui a joué en France un certain nombre d'années, qui est vraiment un bon joueur de Division 1 notamment. Ouais. Et en fait, son père, il suit en fait ce qu'on fait parce qu'il s'intéresse au hockey français parce que son fils est venu là et puis même de manière générale, il s'intéresse quoi. Et là, il vient de me montrer des maillots qu'il allait m'envoyer pour contribuer en fait. Donc là, ça va dépasser le cadre de la campagne, mais ça m'aidera quand même. Ouais. Et il va m'envoyer un maillot de l'Armada au nom de son fils. Il va m'envoyer genre 3 maillots super beaux, là, super sympas. Ça lui fait un grand plaisir et moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ouais. C'est cool. En espérant qu'il y a eu quelques visites du Canada, si on a pu t'envoyer quelques personnes pour aller un peu visionner ton truc. Ce qui est cool aussi à ton truc, c'est que c'est très français dans le sens que il y a quelque chose aussi de parler français pour les Français aussi d'une certaine manière, tu sais, parce que je sais que c'est niché peut-être. Les gens vont se dire le hockey français, c'est quand même intéressant d'un point de vue extérieur de voir pour un Canadien, un Québécois, comment ça se passe dans une culture où c'est pas le sport qui est mis de l'avant. Comment on fait pour le populariser? Bon. C'est ça. Puis, en fait, moi, le hockey franco, le mot franco, il est très important pour moi. Ouais. C'est pas français franco, c'est francophone en fait. Ouais. Et ça, c'est crucial dans le projet à l'avenir. Ouais. Là, quand tu fais un projet Ulule, en fait, t'es obligé de choisir un angle d'attaque. Tu peux pas vendre genre, tu vas faire des trucs super, plein de trucs super sur une thématique. Donc qu'est-ce moi, que tu fais pour qui? Voilà, mon oncle, je savais que c'est en France que j'avais le plus grand réseau, etc. Ouais. Et que ce projet-là concret de Tour de France, ça allait parler aux gens, de médiatiser le hockey via un Tour de France du hockey. Je savais que ça allait être mon angle majeur. Mais le hockey franco, de manière générale, ça va être vraiment sur le hockey francophone. Et moi, j'ai complètement envie aussi dans la lignée de ce que tu fais toi, complètement. Si là aujourd'hui on est en France, on a la même langue, on a la même passion, et je pense que c'est très important de parler du hockey en français. Ben oui, absolument. C'est ça le but. C'est que toi, tu t'adressais à la francophonie. C'est ça que tu veux dire, dans le fond, à la francophonie. Et puis traiter le hockey francophone. C'est-à-dire de choisir comme angle, après tout, pourquoi pas, le hockey des joueurs qui parlent français, des entraîneurs qui parlent français et qui s'adressent aux gens qui parlent français. Ça pourrait être rafraîchissant aussi de ne pas seulement avoir que des Québécois en français qui parlent de hockey, mais bien d'autres francophones. D'ailleurs, j'ai reçu des Suisses au podcast. Je ne sais pas si je t'avais mentionné, mais des gens qui écoutaient le podcast de Dress Sur Tape en Suisse et qui sont venus au Québec, ils m'ont écrit, puis je les ai reçus et on a fait un épisode. C'est ça. C'est la base. Ça, c'est le triangle de francophones du hockey là. Ouais, t'as le Canada tout en haut là, c'est le numéro 1. La Suisse est quand même vraiment bien. Ouais, et après t'as la France qui est un peu le parent pauvre des trois, mais qui va évoluer, qui va progresser aussi, et qui du coup est très fervent parce que voilà. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose que je veux exploiter et dont je veux parler à l'avenir. C'est ça et voilà, et d'avoir des interviews aussi, des entrevues en indépendant avec ce que tu fais aussi un peu toi, mais avec des joueurs de la Ligue nationale, comme tu dis, des francophes aussi. C'est-à-dire d'avoir. Et ton truc, ça va être. Parce que là, ton départ en France, ça va être à l'automne, si je ne me trompe pas, automne 2018. Tu veux dire mon départ de France? Non, en fait, ton tour de la France. Ouais, c'est ça, mon tour de France. C'est le 2 septembre, la première date. Et là, à Caen. Et là, tu pars pour. Tout le mois de septembre, en fait, sont mes congés. En France, on a de la chance, on a des longs congés. Les congés. Là, j'entends les Québécois derrière dire, mais c'est pas possible. Ouais. Non, c'est vraiment mes congés, quoi. Les congés, les grèves, une grande spécialité française. C'est ça. Mais là, il n'y a pas de grève dedans. C'est vraiment mon mois de congé de septembre, plus quelques jours en octobre. Et donc, voilà, c'est ça. Je vais faire les 20 étapes sur. Mon père, moi, je crois que c'est le mois d'août. En France, il
il se fait dire dégage parce que C'est ça, ouais, genre parce que- c'est vraiment c'est la base en France d'avoir un mois de congé l'été, quoi. Ouais. Mon père, il est pas habitué, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est fermé, le bureau dégage, c'est fini. Bye. Puis il revient au Canada pour un mois, mais sinon, je crois qu'il travaillerait tout le temps. Mais donc, ça sera. Ce que je voulais dire, en fait, c'est ça. Donc, tu pars à l'automne pour faire le tour de la France. Ça, ce sera diffusé où, ces capsules-là? Parce que toi, ce sera pas seulement audio, ça va être vidéo. Ça va être diffusé où? Complètement. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on discutait un peu en antenne tout à l'heure, c'est que le projet de départ, c'était moi qui partais tout seul Ouais. et qui filmait, tu vois, avec 1 ou 2 caméras, peut-être 3 au grand maximum. Et après, je montais. Seul, 3 caméras. Ouais, je montais déjà le truc Ouais, c'est ça. compliqué, mais bon, j'aurais fait ce que je pouvais au maximum. Et là, le projet est devenu carrément une émission, en fait, et c'est là où ça va être génial, avec un décor qu'on va faire réaliser par une équipe spécialisée qui va nous accompagner, monter, démonter le décor partout, et puis un réalisateur de cinéma qui va m'accompagner aussi pour gérer la retransmission voilà, de l'émission, enfin l'enregistrement de l'émission. Et en fait, tout le mois de septembre va nous servir du coup à enregistrer toutes les émissions et tout le contenu. On diffusera des petites capsules, des petites choses de vidéo quand même au cours du Tour de France, mais pas l'émission en soi. L'émission en soi, elle sera traitée courant du mois d'octobre et après diffusée, franchement, début novembre sans problème, au pire des cas. OK. Début novembre, une fois par semaine, en fait, il y aura une ville. Une ville par semaine, en fait. Donc, une émission par Vous semaine. les filmer et vous allez après. Et après, on diffusera au fur et à mesure sur une chaîne YouTube gratuitement, en Ouais. accès libre. Et là, est-ce que la chaîne YouTube a déjà un nom? J'imagine que ça va être Hockey Franco. Là. Ouais, c'est ça. Elle est, si tu veux, l'enveloppe est créée. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais, OK. Oh, oui, non, c'est ça. Mais ça va être Hockey Franco. Donc, mais c'est génial parce qu'en fait, le temps. Là, présentement, on est en juillet? Non, juin. On est en juin, juillet? Début on est en juillet. juillet. On est en début juillet C'est 2018. Donc, par le temps que cet épisode-ci soit diffusé, tes trucs vont déjà être amorcés. Et donc c'est ça, donc ça va être disponible sur YouTube, Hockey Franco. Et là, Ouais, vous allez le hockey franco. Le Hockey Franco. Ouais. Et donc, après, vous allez pouvoir aller regarder ça parce que ça va C'est être ça. À partir de novembre. Ça va. C'est ça. Et donc, du coup, il y a déjà un deuxième Tour de France qui est financé, entre guillemets, par le financement participatif, donc qui aura lieu en 2019 très probablement, à une date à Calais. Et puis après, donc un tour du monde qui se fera au fur et à mesure des Français de l'étranger. Ça, c'est vraiment le projet le plus ambitieux de loin. Ouais, Canada, États-Unis, sur la C'est Scandinavie. ça, là où les Français sont, Finlande. Ouais, ben parlons-en Suisse, des Canadiens, des Français à l'étranger, c'est-à-dire des vedettes, si on veut, des vedettes du hockey français. On pense bien sûr à Antoine Roussel qui vient de signer un superbe contrat à Vancouver, oui, de 4 fois 3 millions, je crois, ou même un peu plus peut-être. Super contrat pour Antoine. Et Stéphane Dacosta aussi qui vient de signer en Russie, si je ne me trompe pas. Stéphane Dacosta qui a signé un retour. On aura 3 Français en Russie, ce qui est exceptionnel. Je ne crois pas qu'on en ait eu avant autant. On en aura 3 en même temps. Donc, il y aura, donc, comme tu le disais, Stéphane Dacosta qui fait son retour en Russie. Il y aura Charles Bertrand qui a terminé dans les meilleurs pointeurs de la Ligue finlandaise et qui a été champion avec son équipe. Ouais. Qui sera aussi, lui sera tout au bout de la Russie, là, perdu à Novosibirsk, je crois, si je me trompe pas. Ben, déjà, c'est parce qu'il, pour lui, j'imagine, c'est quand même, il monte de ligue quand même là. Ah oui, non, c'est très bien. Puis à mon avis, il fait le bon choix parce qu'il n'est pas prototypé vraiment pour la NHL, je pense, de base. Ok. C'est un très technique buteur, etc. Okay. Et pour un joueur français, c'est compliqué d'avoir une place de choix. Ouais. En Ligue nationale en arrivant, ce qui est un peu arrivé à Stéphane Dacosta. Ouais. Ces joueurs-là, ils ont besoin d'être sur une ligne forte au départ et pour briller, etc. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, il y aura aussi Johan Ovitu qui n'a pas réussi à faire sa place en Ligue nationale non plus, après avoir été au Devils du New Jersey et puis à Edmonton, qui sera aussi en Russie. Donc, on a un 3 Français. Est-ce qu'il a joué quelques matchs ou non? Si, il a joué. Il a joué et au Devils et à Edmonton. Il a même à Edmonton, lui, défenseur. Il est passé attaquant à un moment donné. Et je me demande s'il a même joué avec quelques shifts avec McDavid à un moment donné. Mon Dieu. Mais déjà ça, c'est une chance pour lui quand même d'avoir vécu ça. Ouais, mais c'est un joueur extraordinaire. Moi, je le trouve extraordinaire. Oui. Au championnat du monde en France, alors on s'entend que le championnat du monde, c'est pas la Ligue nationale, c'est différent. Mais pour moi, c'était le meilleur défenseur de la compétition, là, tout confondu. Là. Il était extraordinaire. Là. Il a une vision du jeu, une intelligence. Il a quel âge?
Bonne question. Je ne sais pas. Déjà, ou non? Non, il a encore pas mal d'années devant lui. Là. Okay. Stéphane Dacosta commence à approcher la trentaine, je crois, si c'est pas déjà fait. Stéphane Dacosta qui avait quand même un parcours intéressant, lui qui était parti de la France pour aller jouer, je pense, en USHL. Parce que je sais qu'il est allé au college américain. Puis après, il s'est fait signer comme agent libre par les Sénateurs. Il y a eu quelques matchs ici et là. Il dominait quand même en Ligue américaine. Là, on parle d'un gars qui était à 1 point par match. C'est typiquement ce que je te disais, à mon avis, c'est le joueur qui est prototypé pour avoir un rôle important dans une équipe. Ouais. Donc, tu arrives à Ottawa, fais ta place, petit, quoi. Ouais. Joue sur un 3e ou 4e bloc avec des joueurs qui sont à la dure, là, etc., qui vont pas te donner des bons palais forcément. Bah, il sert dans ce contexte-là, un joueur comme ça, il sert pas à grand-chose, honnêtement. Je crois aussi que quelque chose qui est dans la nouvelle Ligue nationale qui nuit peut-être à Stéphane, je crois que c'est la vitesse. Je pense que c'était pas je pense que son talent, c'était beaucoup avec la rondelle. Le rythme a beaucoup accéléré, je pense, au niveau de la vitesse. Peut-être c'était pas un marchand de vitesse nécessairement, donc ça, c'est compliqué. Puis, c'est pas un joueur défensif, aucunement. Non, pas du tout. C'est vraiment un buteur créateur, là. Ouais, c'est ça. Et puis, à la limite, même Ioanovitu, à sa manière, ce sont des joueurs qui, sur grande glace, tu vois la différence beaucoup plus que sur petite glace, en fait. C'est un autre truc à s'adapter quand même. Mais il a joué dans la KHL avec Radulov, Dacosta. Après ça, il est allé jouer en Suisse l'année dernière. Ouais. En fait, ça a été compliqué en fait parce qu'il s'est blessé en fait dans l'intersaison alors qu'il voulait revenir en NHL. Ouais, c'est ça. On y a beaucoup cru à son retour en Ligue nationale, mais comme il était blessé, ça s'est pas fait. Et du coup, au final, il a atterri, je veux dire un peu malgré lui, là, dans un bon club, là, très respectable. Mais en Suisse, là, c'est pas. D'ailleurs, les matchs qu'il a fait, il était quand même assez dominant, etc. Et donc, il est logiquement revenu en KHL. Il a pas un niveau pour être en dessous de la Ligue nationale ou de la KHL. Mais est-ce que tu crois qu'il veut encore revenir en Ligue nationale? Là, ça me paraît. Je pense que c'était l'opportunité était là, et qu'elle s'était présentée après son année formidable en Russie. Ouais. Là, ça va être compliqué de revenir quand même, je pense. Aujourd'hui, comme tu dis, là aujourd'hui, c'est quand même la prime à la jeunesse, à la vitesse en Ligue nationale. Les effectifs sont très chamboulés. Il y a beaucoup de vétérans, même des très bons, qui ont du mal à garder leur place. Donc, j'ai du mal à l'imaginer. Sait-on jamais. Après, il faut voir la saison qu'il fait et puis la politique des clubs. Mais Et il a signé pour plusieurs années, j'imagine, en Russie. Je pense que oui. J'ai pas le détail du contrat en tête, mais j'imagine. Ouais. Est-ce que c'est quoi ta relation avec ces joueurs-là, les Roussel, Bellemare, Dacosta? Tu les connais? Non, je les connais pas. Enfin, je les ai vus au championnat du monde en France, en fait. Mais comme un journaliste peut voir des joueurs qu'il a en entrevue, en fait. Mais pas plus que ça. C'est aussi beaucoup ce qui motive mon projet, en fait, du hockey franco. C'est d'espérer qu'à un moment donné, ça devienne mon activité. Ouais. Si ce n'est principal, au moins une bonne partie de mon activité réelle, et que je puisse justement passer du temps avec ces gens-là du hockey français, et puis tu vois, faire du contenu avec eux, apprendre à mieux les connaître, et puis aller montrer leur réalité aussi. C'est ça l'idée derrière le tour du monde des joueurs français. C'est pas de se payer des vacances aux frais des gens. C'est en fait d'aller faire ce que aucun autre média ne fait en France, parce qu'ils n'y mettent pas les moyens ni la volonté, c'est d'aller voir ces joueurs-là, même au fin fond de la Russie. C'est quoi ton quotidien? Souvent, en plus, il y a des vraies histoires derrière. Ouais. C'est pas, comme tu disais tout à l'heure, les parcours des joueurs français. Enfin, pour arriver à ces ligues-là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête en ce moment? Des joueurs qui ont des parcours comme ça. Quand tu parlais, tu pensais à des histoires. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête à ce moment-là, quand tu dis il y a des vraies histoires derrière tout ça? Ouais, tout simplement le contexte en fait, c'est que tu imagines un joueur plus ou moins jeune français débarquer en Finlande ou au fin fond de la Finlande ou en Pologne pour certains, ou bon en Suisse c'est un peu plus proche de nous, mais voilà, il y a des joueurs qui débarquent jeunes dans ces pays-là avec le rêve de jouer au hockey dans un pays où quand tu arrives avec tes Français et que tu joues au hockey, je sais pas quelle place on t'accorde, mais tu vois, c'est ça. On te regarde un peu de haut, je pense, dans certains pays. Et puis tu vois, on peut imaginer, on sait ce que c'est, enfin on peut imaginer ce que c'est déjà le choc culturel, quoi. Mais en plus là, tu es dans un contexte compétitif où il faut que tu gagnes ta place dans une ligue, un endroit où en gros tu pars avec un désavantage qui est que tu n'as pas une nationalité une grande nationalité de hockey, etc. Tu vas probablement devoir en faire beaucoup plus. Et tu construis ta vie autour de ce rêve un peu fou de te faire une place dans un sport qui est complètement mineur chez toi. Et tu as forcément du coup des histoires passionnantes à raconter. Mais tu vois, par exemple, Antoine Roussel, ses parents ont déménagé quand il avait 15 ans, je crois. Oui, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter, mais il est venu au podcast, Antoine, qu'on a enregistré devant public au ZooFest exceptionnellement l'année dernière. Et avec Sylvain Guimond aussi, c'était cool parce qu'il est psychologue sportif. Puis
s'il y a quelque chose qu'Antoine a dû utiliser, c'est de psychologie sportive dans cette aventure remplie d'obstacles. Mais oui, ses parents ont carrément déménagé, je pense, à Mont-Tremblant. Exactement, ils ont un gîte, je pense. Ouais, ils ont déménagé toute la famille au Québec, ce qui est quand même assez... Un projet de vie de... Oui, non, c'est qu'attends, je connais pas beaucoup de gens qui déménageraient la famille sur un autre continent quand même, là, pour... en fait, c'était pas seul, je pense pas que c'était seulement pour Antoine, là, comme je te dis, eux, ils ont toujours voulu... Je pense le fameux rêve canadien de beaucoup de Français, qui est aussi le tien, mais pour d'autres raisons. Je pense pas que c'est pour aller ouvrir un gîte au Mont-Tremblant que tu veux venir. Mais, qui sait? Parce que ta copine est québécoise, on l'a pas mentionné. C'est ça, ouais, elle est née à Montréal et j'ai eu le malheur de la faire venir en France. Ah oui, c'est ça. Mais attends, comment tu l'as rencontrée? Je l'ai rencontrée, en fait, pour tout te dire, au départ, en fait, donc je suis allé moi étudier 1 an à l'Université Laval, à Québec. OK. C'était ma dernière année de journalisme, en fait, d'études de journalisme. Est-ce que c'était en lien avec le hockey que tu es venu au Québec? Non, j'avais très envie de découvrir le Québec, en partie pour ça. Okay. Mais c'est un pays qui m'attirait. Puis il y avait un échange, en fait, entre mon université, mon IUT, en fait, ça s'appelle un IUT, Institut de formation de journalisme en France, avec... notamment avec il y avait avec le Brésil, il y avait d'autres destinations, mais j'avais très envie d'aller au Canada et au Québec en particulier, donc j'ai saisi cette opportunité-là. Et en fait, quand j'étais sur place, ça va être très marrant parce que du coup, ça va déconnecter un peu là par rapport à ça. Mais du coup, en fait, tu sais, j'étais genre dans un basement un peu sombre et tout l'hiver. Ouais. Puis je m'ennuyais un peu et du coup, je m'étais inscrit sur un forum de cinéma parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi. J'adore ça. Et en fait, il se trouve que c'était un forum de cinéma français, je le savais pas moi. Ah. Et en fait, il était un peu endormi. C'était un super forum, hyper intéressant. Et pour faire court, j'ai contacté l'administrateur. J'ai dit mais relance ce forum, il est génial et plus personne n'y va, plus personne discute de cinéma. C'est trop bête. Et en fait, il a relancé le forum et dans les gens qui y allaient souvent, il y avait ma future femme, Lisa. Ah oui, c'est ça. Et donc du coup, en fait, on a commencé à échanger sans savoir que la nationalité de l'un et de l'autre là. Ah, ça, sur Internet, Et du coup, c'était un peu comme une nouvelle version d'échange épistolaire c'est ça. qui part sur un sujet de passion, qui devient un peu... C'était avant Tinder. Ouais, c'est ça. C'est que alors là, il y a des années-lumière de Tinder. Et du coup, en fait, on a fini par se rencontrer en réel 3 ou 4 jours avant que je reparte pour la France. OK. Donc, ça s'est quand même monté tranquillement, tout ça. Ouais, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on se voit avant que je reparte en France, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça paraît un peu fou, etc. Donc je l'ai rencontré, ça s'est très bien passé. Visiblement. Et du coup, même d'ailleurs, mes parents l'ont rencontré rapidement, c'était un peu, c'était très. Ça a déboulé rapidement. Très marrant. Alors que il y avait rien de garanti non plus pour la suite. On savait que c'était compliqué, etc. Comment tes parents l'ont rencontré rapidement alors que parce qu'en fait, mes parents sont venus sur la fin de mon voyage. De mon année, c'est une année voyage d'études, mais avec ces voyages, ils sont venus sur la fin pour du coup profiter du fait que j'étais là-bas pour faire tour du lac Saint-Jean, de Gaspésie, de voir la beauté du Québec. Mon père qui t'a rencontré tout à l'heure vient de la Gaspésie. On a adoré, on a de ça. Okay, mes parents sont fous, ils veulent y revenir absolument. Donc t'es allé toi aussi en Gaspésie, t'en as profité pour y aller avec eux. Voilà, donc on a fait un grand tour avec mes parents, etc. Et du coup, ils étaient là quand moi je suis venu, j'étais à Québec, donc je suis allé sur Montréal avant de prendre mon avion de retour avec eux, en fait, finalement. Oui. Et je leur ai dit, bon, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je connais et tout. J'y étais tout seul, évidemment, au départ, la première fois quand même, pour rencontrer Lisa, du coup. Et puis ça s'est très bien passé. Et après, je lui ai dit, est-ce qu'on fait un restaurant avec mes parents, quoi, parce qu'ils sont là et que, tu vois, après, je vais repartir en France et tout. Ça se fait comme ça. Puis finalement, tu vois, personne n'y croyait trop à cette histoire-là, je pense. Nous-mêmes, on se posait sûrement la question, Lisa et moi, puis on s'est dit, on se laisse une chance. Elle est venue un hiver en France, puis après elle est venue pour de bon, et puis voilà, maintenant on est mariés depuis presque 10 ans. Oh là! Et puis elle est d'origine haïtienne. Oui. Elle est née à Montréal. À Montréal. Ce sont ses parents qui ont... et elle a un accent français même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je dirais qu'elle a pas d'accent, mais d'un point de vue québécois, on dirait qu'elle a un accent français. Okay. Elle a pas du tout ni d'accent créole ni d'accent québécois. Ok. Donc, est-ce qu'elle parlait déjà comme ça au Québec? Je pense, ouais, toujours parlé comme ça. Ouais. Donc, elle n'a pas hésité, elle est venue en France. Je sais pas si elle a hésité. Non, pour son travail, c'était pas un problème. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu sais, elle avait ce qui toi t'étonnera pas. En France, c'est un peu moins le cas souvent, mais elle travaillait du coup pour payer ses études qui étaient en cours. Et moi, en fait, j'allais avoir un travail. Donc, on a réfléchi à la situation. Moi, je lui ai dit, si tu veux que je vienne, je viens. Et puis, elle a dit, non, mais par rapport à la situation présente, etc., les familles, tout ça, on a regardé un peu. Elle est venue, en fait. Au final, c'était ce qui paraissait le plus cohérent. Tu étais ouvert à venir au Québec? Oui.
Carrément déménager. Oui. Et abandonner les Diables Noirs de Tours. Et ça, C'est ça que j'aurais jamais connu, du coup. Ah, c'est ça. Ça, c'était en quelle année? C'était, c'est ça, il y a 12 ans, je pense. 12 ans, déjà. Donc, ouais, c'est ça. 12 ans, déjà. 13 ans, même. Donc, et vous êtes mariés depuis? On est mariés depuis 10 ans, 9 ans. 9 ans, ce sera les 10 ans l'an prochain. Et les mariages, ça s'est fait en France? Ouais. Wow. Mais du coup, la famille, les amis de Lisa sont venus du Québec et Ouais. tout, donc c'était génial, quoi. C'était une grande fête. Et si je me trompe pas, est-ce que c'est une possibilité de retourner au Québec éventuellement? Ouais, c'est plus que dans un coin de la tête, là. On espère que ça pourra se faire. Mais c'est contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas elle qui a initié ce projet-là, c'est bien moi, quoi. Oui, ça, c'est en fait, moi, c'est ça. J'avoue que les gens ne pourraient pas savoir, mais justement, et ça en lien avec le hockey. C'est ça. C'est que, voilà, si moi je veux développer à un moment donné tout ce projet sur le hockey francophone, je pense que Québec, c'est un bon endroit pour être présent et puis pour irradier la culture francophone de là-bas et d'avoir des interlocuteurs qui défendent ça, etc. Donc, nous, ça nous plaît bien, puis on aime bien la ville de Québec. Ouais. On est déjà venu plusieurs fois, voilà, ça nous plaît bien. Donc, si on doit venir dans un futur proche et on croise les doigts pour ça, il y a beaucoup de choses à gérer avant, mais on espère pouvoir le faire. Ce sera à Québec et complètement dans la logique du projet du hockey franco, quoi. Ok. Est-ce que des enfants sont possibles? Est-ce qu'il y a peut-être A priori non, mais on verra. Non, a priori non. On est bien comme ça. On a plein de projets, voilà. Bon, super. T'es très occupé avec le hockey. Ouais, ça. Je vais juste revenir en fait parce que c'était un truc que je te demandais tantôt quand on parlait de Roussel et de Bellemare, tout ça. Est-ce que tu sais si ça s'est rendu jusqu'à eux, ta campagne? J'ai essayé en fait de les atteindre entre guillemets par des intermédiaires. Ça n'a pas très bien fonctionné. Il faut dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance non plus parce que c'était une année très particulière pour plusieurs d'entre eux. Ouais. Donc Yoann Ovitu était plus en NHL et il y avait son histoire de contrat en KHL, etc. Antoine Roussel était en fin de contrat, comme tu dis, il fallait qu'il négocie aussi de ce côté-là. Et puis Pierre-Edouard Bellemare est allé en finale de la Ligue nationale. Donc c'était une année spéciale pour tous les gars. C'est ça. Donc, tu n'avais pas eu de chance de ce côté. On avait parlé, quand tu parlais tantôt, tu disais les Français. J'ai quand même Christophe Huette qui m'a fait un super message de soutien. Et puis l'équipe de France en direct des championnats du monde, quand même. Oui. De là-bas, qui m'ont fait un message collectif. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Qui avait même battu le Canada, non? Ils n'ont pas battu le Canada cette année? Non. Pas cette année? Non. C'était pas cette année. C'était il y a plus longtemps. Ah, c'était il y a quelques années, ouais, c'est ça. C'était. Les gars, bref, tu avais envoyé un message d'équipe. C'était génial. Ouais, c'était très, très touchant. Et ouais, ça m'a fait. Et ça a complètement contribué, tout ça aussi, à donner un dynamisme, une crédibilité surtout à la campagne. Je pense que c'était ça le mot-clé à un moment donné. Ouais. Quoi. Et Cristobal, est-ce que tu le connais? Je l'ai interviewé quelques fois, mais plus au téléphone qu'en réel, donc je le connais pas non plus plus que ça, quoi. Évidemment, on connaît bien au Québec Cristobal, qui a été à Montréal plusieurs années, qui a été même une All-Star. Et qu'est-ce qu'il représente pour le hockey français, Cristobal Huet? C'est Cristobal Huette, ici. Huette? Ouais, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du hockey français. Faut pas aller chercher plus loin que ça. Il y a Philippe Boson qui a été le premier joueur français à jouer en Ligue nationale à Saint-Louis, etc., qui est un monument, qui va être d'ailleurs qui est le nouveau sélectionneur national. Donc d'accord. Qui est le père de Tim Boson? Oui, exactement. Qui était un joueur qui jouait pour les Canadiens dans le système Canadien de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui. Donc Philippe Boson était le premier, mais Cristobal. Il a été, il s'est rendu en finale de la Ligue nationale en étant gardien titulaire la moitié de la saison. Il n'a pas joué malheureusement sur les séries. Il est quand même champion de la Coupe Stanley. On peut pas et puis c'était derrière des saisons très réussies, quoi. Ah oui. Donc il a laissé une empreinte et puis c'est quelqu'un d'incroyable, franchement. Il a tenu à bout de bras aussi souvent l'équipe de France avec des matchs incroyables, improbables. Ouais. Donc c'est une sacrée aventure. Est-ce que les gens reconnaissent ça ici? Oui. Christophe Huet, c'est la figure numéro 1 du hockey français. Il y a des vidéos absolument hilarantes sur YouTube de Christophe Huet qui arrive avec la Coupe Stanley à Paris. Mais en fait, en France, il se promène avec écoute, je pense qu'il y a 13 personnes qui l'attendent. Tu sais, vraiment pas assez de personnes qui l'attendent. Et même il croise une dame qui dit « Alors, qu'est-ce que c'est, ce truc? » Puis il est comme « C'est un trophée de hockey. »« Ah, ben très bien. » Tu sais, il est là avec la Coupe Stanley. Les gens sont... c'est ça, ça force l'humilité d'être soi-disant une star du hockey en France. Non, mais il y a en tout cas, vous taperez le Cristobal Huet, France, ça sur YouTube, mais il y a une vidéo aussi où
Lui, il vient de quel coin, Cristobal? Il a joué à Grenoble la Il plupart avait du temps. joué, c'est ça, parce que je crois qu'il revient à Grenoble avec la coupe. Et bon, il rentre dans l'aréna. Il a fait une petite cérémonie avec des jeunes et tout ça. Et il rentre avec la coupe. Et quand vient le temps de parler au micro, je crois qu'il était trop ému, en fait, parce que c'était quand même un peu surréel de revenir à Grenoble avec la Coupe Stanley. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir de sitôt. Il a une forme de... Enfin, il a une humilité évidente. Ouais. Et son parcours est quand même fou parce que c'était vraiment un pionnier, quoi. Ouais, puis aussi, c'est un gars un gardien de but, quoi, qui réussit en Ligue nationale. Enfin, c'est français, c'est incroyable. Complètement improbable. Puis lui-même, je l'avais vu dans une entrevue dire que lui, jusqu'à 17-18 ans, il était amateur. Là, je veux dire, il était pas du tout... Même quand il est arrivé en Suisse, je sais pas à quoi il pensait, en fait... il était content d'être là, il s'est battu évidemment à 100% pour avoir sa place, etc. Mais je pense que ça l'a complètement dépassé en soi, son parcours. Je pense qu'il y a un moment qui s'est rendu compte, attends, j'aurais peut-être la chance de faire quelque chose de spécial, mais c'était pas du tout prévu. Lui-même, il était amateur, là, il jouait pas un rythme de professionnel avant très, très tard. Je me souviens même, j'ai interviewé récemment Danny Dubé, qui avait été sélectionneur français à une époque. Exact. Puis il disait que Christophe Allouet faisait partie des joueurs dont on disait, bon, tu as un certain potentiel, maintenant, si tu veux évoluer, il faut que tu quittes la France. Et j'ai dit, sois honnête, est-ce que tu penses que tu aurais cru Cristobal? Il dit non, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir à ce moment-là. C'était beaucoup trop... impossible. Et même lui-même ne le savait pas. Il est allé en Suisse, il a gagné le championnat suisse à Lugano. Et là, ça lui a ouvert les portes qui l'ont amené à Los Angeles, qui lui-même ne pensait jamais que ça allait déboucher sur rien. Il a joué un peu à Los Angeles. Puis c'est dans le coin du lockout qu'il y a eu un échange qu'il l'a envoyé à Montréal. Je pense qu'il commençait déjà à penser revenir en Europe. C'est fou, tu imagines un gardien français titulaire du Canadien de Montréal. Mais c'est complètement dingue. Même, aujourd'hui, où les choses ont quand même beaucoup évolué dans le hockey français, où il y a plus de... Tu vois, il y a un jeune qui a été drafté quand même premier choix de Columbus. Oui, c'est incroyable. On va en parler, c'est parce que ça, c'est le futur. Cristobal, c'est la figure emblématique. C'est ça. Mais ça restera... ça va être difficile à battre. Un pionnier, voilà, quoi. C'est le... Certainement. Moi, je l'avais appelé le Sherpa bleu, quoi. C'était celui qui a montré la voie un peu derrière la génération Boson, quoi. C'est comme s'il y avait un Québécois qui devenait une star du club de foot de Paris. Tu sais. C'est ça, c'est genre qui terminait avançant de titulaire du PSG, quoi. Ça serait c'est ça. La comparaison est bonne. Vraiment, ça serait fou. Et Cristobal, en fait, c'est ça, je me demandais. Je le vois en entrevue, parce que ça, j'ai de la misère à saisir son... Je me demande tout le temps, est-ce qu'il a l'air tout le temps... Je ne sais pas s'il est gêné ou... je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire en entrevue. Tu te demandes s'il est gêné ou s'il n'en a rien à foutre. C'est très difficile à déterminer, mais je ne le connais pas. Je pense qu'il est assez intérieur. Ouais. C'est plus du ressenti aussi, parce que je ne le connais pas personnellement. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plus ça. Et puis, je pense qu'effectivement, ça le surprend lui-même, l'ampleur de ce que c'est. Je ne suis pas sûr qu'il soit... il voit ce que ça représente dans les yeux des autres, en fait. Ouais. Mais lui-même, il a beaucoup bossé, il a l'impression de faire son boulot, quoi, de faire ce qu'il devait faire. Et la dernière page du chapitre et du livre, c'est écrite et refermée cette année, alors qu'il a pris sa retraite officiellement à 42 ans, quand même. Il a joué jusqu'à 42 ans en Ligue nationale A, ou il était en nationale A ou B? Je crois qu'il était en nationale A. Alors attends. Il était à Lausanne, je crois. Parce que je sais qu'il était en B, mais je crois qu'il était Oui, non, mais c'est ça. T'as raison. Donc, il a fini dans la meilleure Ligue suisse et à quand même 42 ans, c'est quand même quelque chose. Et je sais que ses enfants jouent aussi. Je ne sais pas ce qui va avec ça, mais donc, il vient de prendre sa retraite. Donc, tout ça se termine un peu cette année. Là, il rentre dans le staff du club où il était là. À Lausanne? Oui, exactement. Donc, comme entraîneur? Oui. OK, donc il reste à lui. Il y a un nouveau staff et il reste... Et donc, il reste établi en Suisse. J'imagine aussi pour les taxes, c'est pas désagréable. Oui, c'est-à-dire que pour avoir, à mon avis, un traitement équivalent en France, c'est vrai. Non, mais lui aussi, il avait fait beaucoup d'argent avec Chicago. Là, c'était son gros contrat. Oui, c'est ça. C'est ce qui lui a coûté la suite de sa carrière, en fait, malheureusement. Ça a été son bonheur et son malheur en même temps, quoi. Ouais. Ça a été son avenir, ça a été sa sécurité financière et sa porte de sortie à la Ligue nationale parce que racheter un contrat comme ça, là, c'est... Ouais, en fait, ils l'ont même pas racheté, ils appellent ça des loans, là, où ils prêtent en fait le contrat à une équipe. Mais s'il une équipe avait dû le prendre, il aurait fallu qu'il rachète le. Oui, non, carrément. Récupère le contrat. Ouais, cette personne prenait un contrat, c'était 5 ou 6 millions pour ce qui était un gardien numéro 2, ce que peut-être les équipes considéraient pas comme numéro 1 ou peu importe. Donc, oublie ça. Alors que s'il avait été agent libre, bon, il
il aurait pu se retrouver un truc à un autre prix. Ouais, puis vu le niveau où il est resté toute la fin de sa carrière, Non. je pense qu'il serait numéro 2 quelque part. Ouais, c'est ça. Encore il y a quelques années, probablement. Je pense que oui. Je pense que, en fin de carrière, comme il dit, il a fini en Suisse. Bon, il n'était plus ce qu'il était selon ses propres critères, mais il aurait quand même pu jouer encore quelques années nationales, comme il l'a montré au championnat du monde à plusieurs reprises. Donc, ça a fini peut-être pas de la manière qu'il voulait, mais quand même une belle sécurité financière pour un... je dirais, n'importe quel joueur français rêverait de son statut. C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est Cristobal et c'est ça, ça a été cool. Ça, quand je t'avais parlé, est-ce qu'il est en France qu'on vient, mais il est vraiment en Suisse, lui, carrément. Et ça, c'est peut-être le passé, mais le futur du hockey français passe par un jeune homme qui a été repêché. Ben, c'est un record, en fait. Un Français n'a jamais été repêché si tôt que ça. Mais c'est clair. Alexandre Texier. C'est ça. Alexandre Texier de Grenoble, parce que, bon, Grenoble, évidemment, c'est une ville de hockey pour ceux qui n'avaient pas encore pigé. Et donc, lui a été repêché par le Blue Jackets en deuxième ronde en 2017, donc c'est l'an passé. Et ça, mais pour le hockey français, c'est immense. C'est immense, et en plus, c'est en deuxième ronde, mais c'est le premier choix de Columbus. Oui. Et d'ailleurs, de leur repêchage, là, ouais. Et d'ailleurs, il a été dit du côté de Columbus que s'ils avaient eu leur premier choix en première ronde, ils auraient pris Alexandre Texier en première ronde. Donc, bon, après, c'est peut-être de la communication. Ouais, ça dépend à quel stade ils auraient été quand même du premier tour. C'est du show business. Mais quand même, c'est un geste fort et immense, quoi. Et vient tout juste, là, alors qu'on enregistre. Il a été repêché il y a un an, mais récemment, là, je crois que c'était il y a quelques mois, il a signé le contrat avec Columbus. Parce qu'eux, ils ne signent pas nécessairement tout de suite, ils attendent de voir ta progression. Mais non, c'est officiel. Il a signé son premier contrat. Il a fait une belle première saison en Finlande. Ouais. Il va donc en faire une deuxième là. Et je pense que c'est vraiment l'année de vérité pour... Oui, parce que juste mentionner qu'il a été repêché directement de la Ligue Magnus. Ce qui est, je crois, la première fois que c'est arrivé, il a été repêché de l'équipe de Grenoble qui a peut-être le meilleur nom de l'histoire des équipes de hockey. Et j'ai nommé les Brûleurs de Loup. Oui, les Brûleurs de Loup de Grenoble, ouais, c'est ça, exactement. Les Brûleurs de Loup. C'est chouette, hein? C'est tellement imagé c'est ça. que je suis sans mots. Ouais. Les brûleurs de loup. Les brûleurs de loup. C'est ça, ça rappelle des heures un peu sauvages de l'humanité. Je sais même pas par où commencer. Bref, il a été repêché Ils ont un très beau logo avec une face oui. de loup un peu brûlée. C'est magnifique. C'est un des clubs les plus connus de France. Et donc, il a été repêché directement de là. Écoute, pouvez-vous imaginer quand même des dépisteurs de la Ligue nationale qui viennent faire un tour. On s'entend, c'était pas sur leur chemin là, de venir faire un tour à Grenoble, voir un jeune de 17 ans. Parce qu'il jouait même je pense qu'il jouait en Magnus à 16-17 ans, là, avec des hommes. Et donc, finalement, évidemment, l'étape d'après, c'était vraiment de suivre, de quitter, en fait, la France là, pour aller évoluer. Et je me souviens, quand il était repêché, bon, je sais, les Français sont pas connus pour la qualité de leur anglais, mais quand il était repêché, là, c'était évidemment au draft, c'était toutes les questions en anglais. Je voyais dans ses yeux... Je me sentais tellement mal. Là, je voyais que ça allait beaucoup trop vite. Des fois, il répondait pas à la question, il répondait quelque chose. Je le voyais, il était en complète survie. Là. Il n'y a pas une vidéo très, très récemment d'un Québécois là, qui demande à sa maman là, si c'est bien ce qu'il dit ou quoi en anglais. Là, c'est fantastique. C'est fantastique. Il dit « Maman, c'est ça qu'il faut dire » ou un truc comme ça en plein milieu de son entrevue en anglais. Hockey, ça? Ouais, un jeune. C'est fantastique. Je retrouverai ça. Quand je me sentais tellement mal, le pauvre débarque de Grenoble, là, il se fait What do you think in the first yes, I think... je me dis, mon Dieu, mais les Russes ont des traducteurs. Lui, il était lancé dans la gueule de loup. C'est le cas de dire, des brûleurs de loup. Et bref, il a fait très bien. Il est allé en Finlande. Il a fait sa première saison. Ça a quand même bien été. Oui, ça a bien été. Je pense qu'il a fait un excellent choix parce que tu sais, il pouvait aller dans le junior majeur. Ouais, est-ce qu'il était repêché? Oui. Ouais, sûrement. Oui, il pouvait y aller, mais il a fait le bon choix. Il faut qu'il joue avec des adultes. C'est ce qui lui a permis d'acquérir une maturité très tôt à Grenoble, et c'est ce qui va continuer de le former. Ouais. Surtout que si on peut cibler un point où il faut qu'il s'améliore beaucoup, c'est la prise de masse là sur le physique, parce que la Ligue nationale on s'accorde que ce sera encore un autre niveau en termes d'intensité physique. Et vu les mains qu'il a, la vision du jeu extraordinaire qu'il a déjà, quand il aura le physique qui suit, et voilà, et c'est le premier choix de Columbus, donc on est certains qu'ils vont le choyer, qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose, quoi. Et pour la première fois de l'histoire du hockey français, il y a un joueur français qui va arriver probablement dans une franchise de Ligue nationale avec un rôle et avec un espoir de rôle important dans cette franchise. Et ça, c'est incroyable. C'est un pas de géant pour le hockey français. Et est-ce que tu as eu la chance de lui parler un peu, Alexandre?
je communique un petit peu avec lui, Ouais. mais tu peux penser qu'il est très pris, etc. Donc Ouais. voilà, je essaye de pas être trop invasif à son niveau, mais c'est sûr que c'est quelqu'un que j'irai voir sur le tour du monde. Est-ce que c'est qui son agent? Est-ce que c'est un agent pas français? Aucune idée. Ok, non. Ta communauté était comme Je passe en direct avec lui, ça va peut-être même s'arrêter quand il entendra l'émission. Il va dire Ouais, c'est ça. je t'avais dit de pas passer. Ouais, C'est un journaliste, attention. Ouais, Non, il a rien à craindre de moi. Non, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, tu sais, attends, je vais juste parler. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour Huet, vu qu'il prend sa retraite? Il va y avoir une forme d'hommage ou un truc, vu que c'est bon, c'est fini? C'est quand même Ça mériterait un hommage formidable. Là. Je ne sais pas honnêtement si quelque chose est prévu ou pas. J'espère qu'il y aura quelque chose de chouette, de fait, etc. Je sens que si c'est pas toi qui l'organise, il va rien se passer. On verra. Ben, Mais en tout cas, je suis pas au courant. On en parlera à Luc Tardif cet après-midi. Oui, tiens. Je pense que c'est le principal concerné quand même. Juste avant de terminer, j'avais pris une note parce que quand tu as mentionné que tu étais un fan de cinéma, le cinéma français qui est un peu connu. Non, c'est pas vrai. Non, qui quand même, moi, je suis un gros fan de J'aime bien films. le cinéma québécois aussi. Hein. Il y a plein de bons films. Ah oui, c'est Les Boys. Non, c'est pas... non, mais, La face cachée de la lune, quand même. Ah oui, C'est mais magnifique. la page. Ouais. Mm. Ben, c'est drôle parce que les Boys 2, ils viennent en France. C'est un peu comme... On dirait que c'est les Boys 2 du podcast. C'est ça. C'est bon, je prends. Ouais. Non, en fait, j'allais te demander rapidement comme ça parce que j'aime bien les films aussi. Si tu avais un top 3 de films français, je vais pas dire français, je vais pas mettre de... Tu m'arranges si tu dis pas français parce que j'ai pas que des français. Non, c'est ça serait ta limité. Mais... C'est marrant parce que je suis en train de, il y a un petit jeu sur Facebook là en ce moment de poster mettre un film par jour, ouais, etc. Ouais, c'est ça. Donc, trois films que les Québécois devraient découvrir, selon toi. Ah mais si je dois parler de mes 3 films marquants, on va dire les plus marquants, c'est pas facile parce que même faire un top 100 pour moi c'est difficile. Donc t'imagines un peu. Ouais, c'est déjà difficile. J'en ai 250 à caser dans 100 films quoi. Ok. Je dirais Mulholland Drive de David Lynch. Je l'ai vu sur grand écran cette année pour la première fois. C'est vrai. Ouais, moi ça a été une révélation absolument fantastique. Je dirais un mot et ce serait onirique. Ouais, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre du sens. Moi c'est ça que j'adore, c'est que t'es obligé d'accepter que tu ne vas pas tout comprendre et tout. Et moi, je trouve que quand tu arrives à faire passer ça et à ce que ton objet film soit extraordinaire, c'est voilà. Pour moi, c'était ça. C'est ça qui le séparerait de beaucoup de films, on va dire plus classiques. Ouais. C'est ça, c'est cette dimension-là. Je vous avertis, si votre film préféré c'est Fast and Furious 7, vous allez pogner de quoi. Ça se peut on dit. Ça se peut que vous en reveniez jamais. Mais moi, j'ai eu la chance de le voir cette année sur Grand. On dit mouille-toi la nuque chez nous avant de. C'est un peu ça quoi. Alors, avant de passer dans le grand bassin quoi. Je ne peux que vous confirmer que vous n'êtes pas prêt mentalement. C'est la seule chose que je peux vous affirmer. Et mon Dieu, j'ai eu la chance de le voir dans un ciné-club justement cette année. Je voulais pas le voir sur un ordinateur en premier. Je voulais quand même me garder le plaisir. Puis même si c'est vraiment fucked up, même si... Écoute, il y avait même une entracte à la mi-chemin pour que les gens reprennent leur souffle. Là, ça te donne une idée. Là. Les gens allaient boire un café pour se dire « Ouais, OK, on retourne. » Et même si pendant tout le long, au niveau narratif, parce que évidemment le hamster tourne parce que tu cherches à faire un sens. J'ai un semblant d'explication moi-même, mais bon. Mais moi aussi, on en discutera après. J'ai été lu après, mais je veux pas le dire aux gens parce que je veux leur laisser plaisir quand même. On en discutera après, mais c'est comme une œuvre d'art, c'est à chacun d'en prendre ce qu'il veut aussi. Non, je suis même pas sûr qu'il y ait une explication 100% rationnelle. Lui-même, David Lynch haït les interprétations de ses trucs. Tu sais que les acteurs ne savent pas en fait quelle est la signification du film qu'ils ont tourné. Hein. Ben, ça m'étonnerait pas qu'il leur a rien dit. Il veut seulement qu'il tourne. Mais indépendamment du sens, c'est quand même assez hypnotisant comme film et jamais je me suis ennuyé dans le film. Il y a des ambiances incroyables. Oui, carrément. Puis alors qu'il y a des films, des fois, qui deviennent trop bizarres, des fois, les gens décrochent et disent, bon, là, ça devient trop cauchemardesque. Mulholland Drive, c'est quand même quelque chose de David Lynch en général. Là. Mais David Lynch est le premier à dire de ses propres films ou de ses propres œuvres. Non, il n'y a pas d'autre sens. Mais c'est-à-dire que David Lynch, c'est un artiste avant d'être un réalisateur. Ouais, vraiment. C'est une personnalité fascinante qui pense pas comme tout le monde et qui le retranscrit pas comme tout le monde, mais du coup ça donne des objets d'art quoi, parce que tout ce qu'il crée, il s'arrête pas au cinéma, c'est voilà, c'est bon. Moi en tout cas c'est mon réalisateur culte, je le trouve absolument fantastique. Et si je devais te conseiller et vous conseiller 2 autres films, je choisirais C'est arrivé près de chez vous. Ça fait des années que je veux voir ce film-là. Un film absolument dingue qui est en fait un film de projet étudiant. Ouais, c'est avec Benoît. De Benoît Poelvoorde, avec en fait, c'est vraiment un film étudiant au départ. On suit en fait un tueur en série
C'est un film en noir et blanc. On suit un tueur en série dans son quotidien et c'est complètement fou. Là, c'est pareil, il faut quand même être prêt à se dire qu'on va voir c'est de la folie pure. Hein. C'est incroyable. Moi, je trouve ça d'une drôlerie incroyable. Ça avait gagné à Cannes, je crois, non? Je sais plus quel prix. Non, excuse-moi. Non, excuse-moi, je me mélange. Non, je retire la parole. Je viens de me rappeler pourquoi. Quentin Tarantino a dit de ce film que c'est un de ses films préférés. C'est là je ne savais pas. Non, c'est ça. Mais regardez-le, c'est. En fait, un film québécois a été inspiré de ça. Il y a un film québécois, là, en fait, cet été en plus, il sort un nouveau film, Ricardo Troggi, qui a fait les 81, 87 et cet été 91. Et d'autres trucs. On fait un film avec Patrice Robitaille. Avant qu'il fasse Québec-Montréal, tous ces films-là, avait fait un film qui s'appelait C'est arrivé près de chez nous, je crois. En tout cas, il y avait fait un film référence à ça. Donc, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça a inspiré un de nos réalisateurs les plus connus. En fait. Et le troisième, je vais faire un peu exprès. Ouais. Je vais donner un film de genre, parce que souvent, c'est mal vu. Mais moi, je les aime bien. C'est un film d'horreur, en fait. Ouais. Vas-y, je suis tout oui. Ouais, qui s'appelle Martyr, de Pascal Laugier. C'est récent, c'est vieux? C'est assez récent. Ça, je sais pas, il a peut-être 10 ans maximum, 10 ans, un truc comme ça. Et voilà, je dis rien, j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit sur ce film-là, mais c'est... les cinéphiles iront... c'est un film d'horreur qui ne tient pas que par la qualité de ses effets spéciaux, ou même pas du tout par ça, ou par ses maquillages, ou etc., mais qui est assez dingue, en fait, dans sa construction. Et par contre, c'est pareil, faut être prêt, quoi. Ouais. Les films que ça traduit un peu en fait ce que moi je recherche beaucoup et ce que j'aime dans le cinéma, c'est que ça me fasse sortir de ma zone de confort et que ça me plonge dans quelque chose où là ça y est, là je réfléchis autrement, tu vois, je me plonge dans quelque chose de vraiment voilà. Mais j'aurais pu citer plein de films. J'ai l'impression que tu viens de définir en une phrase exactement exactement l'inverse de ce que les distributeurs recherchent. Ils cherchent des trucs qui plaisent à tout le monde, qui font rire et qui sont feel good. Et toi, t'es comme non, moi j'aimerais ça avoir l'opposé, s'il vous plaît. Mais il y a des blockbusters qui sont très réussis. Oui, non, c'est sûr. Et, écoute, c'était une édition de Drette sur le VHS avec Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est super. On a fait encore plus de temps que je l'aurais cru. Et donc, c'est ce qui nous amène à la fin. On a un après-midi très chargé. On s'en va à Cergy rencontrer... Exactement. Voir la patinoire fédérale. Il faut savoir que le hockey français, c'est le seul avec le rugby et le football à avoir sa structure. Ouais. D'entraînement, etc., propre. Ouais, donc il y a aussi un club qui est résident, mais quand même. Ouais. Donc je pense qu'on va bien apprécier de visiter ça. Ouais, absolument. Là, il faut qu'on aille prendre un métro jusqu'à ton auto et ton auto jusqu'à Cergy. C'est ça. Voilà, c'est l'aventure continue. Exact. Commencé ce matin à 3h30 du matin pour moi, personnellement. Oui, c'est ça. Parce que lui, à Tours, il s'est levé à 3h30 pour être ici à l'heure. Et heureusement, parce qu'on avait un autre invité qui serait venu, puis le RER l'a empêché de venir. Donc, c'est 2 points de plus pour Sylvain. Donc, Sylvain... Merci d'avoir fait ça. Merci pour la Suède. Merci à toi, Dave, c'était super. Et on suit tes trucs. Hockey franco, le hockey franco. Ça va être comme dans... T'as-tu vu le film Social Network? Oui, j'adore d'ailleurs. La scène de départ est géniale, je trouve. Quand il dit « lose the », enlève de Facebook, enlève le juste hockey franco. Tu vois, justement, moi j'ai raisonné à l'inverse. Parce que je me suis dit, dans la langue française, c'est justement pas comme la langue anglaise. Il y a des déterminants. Voilà, exactement avant, donc le hockey franco. Le hockey franco, ça va être sur YouTube dès, on l'espère, l'automne. Ouais, il y a une page Facebook déjà où vous pourrez suivre tout le Tour de France, tout ça. Il y a déjà une page Facebook, donc si vous voulez être au courant quand ça va sortir, allez suivre ça et puis on va voir. Peut-être on va te voir au Québec bientôt aussi, qui sait, ou en tout cas. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Super. Alors, merci Sylvain Taillandier. Parfait. Taillandier, c'est ça? Ouais. Magnifique. Alors, directement du 20e, c'était Dratsulté, voilà. Donc, merci Sylvain. Bye bye. Bah, c'est correct. C'était Sylvain Taillandier. Merci Sylvain de ta générosité, ton aide, ton implication auprès de la mission Forsberg. Tu as vraiment aidé à tout ce qui était la logistique, tout ça, puis vraiment, on apprécie ça. D'ailleurs, pour remercier Sylvain, je vais ramener des petits trucs de Suède signés par Forsberg. Forsberg, et j'ai donné aussi son gear de Drette Tape en bonne et due forme, son hoodie, t'es très content. D'ailleurs, si vous voulez le vôtre, dressultape.com, c'est disponible. C'est moi qui vais vous le shipper moi-même. C'est moi qui vais y toucher, là. Pensez-y. Un hoodie touché par moi, c'est pas... Honnêtement, c'est pas rien, là. C'est pas vrai, c'est pas rien, là, t'sais.
Alors, donc, vous pouvez aussi aller voir tous les trucs à Sylvain sur sa chaîne YouTube, le Hockey Franco. Plein de petites capsules qui nous font découvrir l'univers, la communauté du hockey en France. C'est très sympathique. Allez regarder ça. Vous avez cru aussi comprendre dans le podcast que ça a été enregistré, vu que c'est enregistré en juillet 2018, il y a plein de trucs que vous avez compris. Par exemple, quand je dis Louis Leblanc pas diffusé, ben Louis Leblanc, l'épisode a été diffusé évidemment depuis. J'ai parlé aussi des gars suisses que j'ai reçus au podcast. C'est un épisode que j'ai aussi encore en ce moment en banque, que je vais diffuser au moment opportun. Et donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben rien. Peut-être rien, peut-être c'est assez. Allez faire un tour sur notre page Patreon. Comme j'ai dit, on a développé une super belle communauté. Je veux entendre vos commentaires, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là, du marché français. Souvent, vous connaissez d'autres gens qui ont pu recevoir au podcast. Ça vous fait penser à d'autres trucs. C'est cool, tout ça c'est cool. Allez aussi faire un tour sur nouveau.ca, checker la série du Killing, une série de feu, une série de bombes. Sinon, passez, s'il vous plaît, passez une belle semaine. OK, là? Je vous le dirai pas ce soir. Pas étonné. OK, bye-bye, là, bye-bye.